première table ronde colle beaucoup à l'actualité de l'école en Nouvelle-Calédonie, puisque nous allons poser la question de la culture professionnelle commune des enseignants en lien avec la mise en œuvre du projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie. J'imagine que tous dans la salle, vous avez entendu parler du vote au mois de janvier 2016 du projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie par le Congrès. J'espère que beaucoup d'entre vous ont déjà eu aussi l'occasion de le lire, si ce n'est dans sa version complète, peut-être dans une version allégée qui a été abondamment diffusée cette année partout en Nouvelle-Calédonie. Donc ce projet éducatif, il est l'aboutissement d'un travail qui a duré plusieurs années. On peut, j'espère que les participants ne me contrediront pas, dater le début de l'élaboration de ce projet finalement au début des années 2000, et il a fallu une dizaine d'années pour aboutir, donc en 2016, au vote de ce projet éducatif. Alors ce projet éducatif, on peut considérer qu'il représente un acte important, un acte fondateur ou refondateur de l'école calédonienne. En tout cas, ce sont des choses dont on discutera au cours de cette table ronde. Donc je rappelle que ce projet éducatif, il définit 4 ambitions principales pour l'école calédonienne. Développer l'identité de l'école calédonienne pour favoriser le vivre ensemble. Prendre en compte la diversité des enfants pour favoriser la réussite de tous. Créer un environnement de travail favorable pour un meilleur épanouissement de l'élève. Et enfin s'ouvrir sur la région Océanie et sur le monde. Donc cette question du projet éducatif est presque aujourd'hui trop dans l'actualité, puisqu'il y a une certaine collusion entre l'organisation de ce colloque et les discussions au Congrès sur la charte d'application, des discussions qui, si je ne me trompe pas, ont lieu demain. Voilà. Donc nous allons aujourd'hui discuter de tas de choses, peut-être certaines qui sont en lien avec la charte d'application, tout en sachant que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie ne se prononcera éventuellement que demain sur certains des points que nous allons évoquer. Alors, pour l'ESPE et pour le Centre de recherche en éducation de l'université, le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie est quelque chose de très très important. Pour nous, en tant que formateurs à l'ESPE, cela conditionne de réinterroger la formation que nous dispensons aux étudiants qui se destinent à devenir enseignants. Et puis, en tant que chercheurs, la genèse, l'élaboration, le contenu de ce projet éducatif sont des objets de recherche tout à fait passionnants, et notamment la méthode qui a été choisie pour l'élaboration de ce projet, qui repose sur la co-construction, une démarche à la fois originale et sans doute nécessaire en Nouvelle-Calédonie. Donc la question centrale que nous chercherons à traiter au travers de cette table ronde, c'est quelles sont les conséquences de la mise en place, de la mise en œuvre du projet éducatif sur l'évolution du métier d'enseignant en Nouvelle-Calédonie. Puisque tous, enseignants, à quelque niveau que nous soyons, nous allons être forcément impactés, si possible et j'espère en bien, par la mise en œuvre de ce projet et par la nouvelle manière d'envisager notre métier dans le contexte calédonien. Donc pour aborder cette question, nous distinguerons 3 temps dans la discussion. Dans une première partie, nous échangerons sur le projet éducatif, comment s'approprier cette fondation de l'école calédonienne. Deuxième partie, la mobilisation des compétences des enseignants pour mettre en œuvre le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie. Et enfin, quels sont les premiers chantiers ou quels sont quelques-uns des chantiers qui vont être ouverts dès 2017 et qui auront des implications sur la formation des enseignants et sur l'exercice du métier d'enseignant en Nouvelle-Calédonie. Donc pour discuter de ces points, je suis très heureux et très honoré de compter à côté de moi ici sur la présence de 3 personnes qui ont joué un rôle tout à fait important dans l'élaboration de ce projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie, à commencer par Madame Yekawe, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et donc avec la pleine responsabilité de tout ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de ce projet éducatif. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, et moi-même je ne le savais pas avant de préparer cette table ronde, Madame Yekawe était au départ enseignante, et puis enseignante de langue kanak, si je ne me trompe pas. Et puis ensuite, elle a bifurqué vers la carrière politique, et depuis une dizaine d'années, elle a exercé des responsabilités importantes en lien avec l'éducation,
puisqu'elle a notamment présidé la commission de l'enseignement au Congrès. Et puis, elle a été membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à plusieurs reprises depuis 2011, avec toujours des responsabilités en lien avec l'éducation, jusqu'à occuper aujourd'hui les fonctions liées directement à l'enseignement en général. La deuxième personne qui se trouve juste à la droite de Madame Yekawe, c'est donc Madame Yolande Verlaguet, qui est depuis août 2015 directrice de la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie. Yolande Verlaguet a été un acteur qui a accompagné, je pense, sur le long terme, la genèse de ce projet éducatif, puisque avant de jouer un rôle sur l'élaboration elle-même du projet, elle a été aussi, au début des années 2010, à la tête de l'organisation du grand débat sur l'avenir de l'école calédonienne, qui a donné lieu à la publication du fameux miroir du débat qu'on utilise souvent pour travailler sur l'école en Nouvelle-Calédonie. Enfin, le troisième interlocuteur qui sera là aujourd'hui dans cette table ronde, c'est donc Monsieur Romain Capron, docteur de droit public, cher docteur, inspecteur de l'éducation nationale en 2013-2014, puis conseiller du membre du gouvernement en charge de l'enseignement en 2014, entre 2014 et 2016, et depuis le mois de septembre de cette année, Romain Capron est le directeur de l'éducation de la province sud. Donc dans le programme, vous voyez aussi figurer le nom de Monsieur Charles Wachetine, qui est le président de la commission de l'enseignement du Congrès. Voilà. Donc peut-être nous rejoindra-t-il dans le courant de la discussion, ou peut-être est-il, ce qui est probable, retenu par ses fonctions au Congrès par la préparation des travaux de demain. Donc nous allons commencer cette discussion donc par le premier temps que je vous avais annoncé, comment s'approprier un acte fondateur de l'école calédonienne par le biais donc de ce projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie. Alors ma première question s'adressera aux trois personnes réunies ici à cette table. Quelle est pour vous, quelle est votre définition de l'école calédonienne? Quel doit être l'élément central qui est au cœur de son identité? Et est-ce que selon vous, ce qui constitue l'ADN de l'école calédonienne, son identité intrinsèque, fait consensus parmi les responsables politiques et au sein de la société? Alors je vais peut-être demander d'abord à Madame Yekawe de répondre, et puis ensuite on reviendra vers moi avec Yolande et Romain. Donc Madame Yekawe, qu'est-ce que l'école calédonienne? Qu'est-ce qui constitue son identité? Et est-ce que ce qui, selon vous, est au cœur de son identité fait consensus dans la société? D'abord, je voudrais remercier l'ESP et l'université donc d'avoir organisé, je dirais, cette discussion, notamment sur, je dirais, sur cette réflexion, je dirais, contemporaine des pratiques professionnelles des enseignants. En tout cas, que l'on soit EMA, que l'on soit enseignant dans le primaire, dans le secondaire, et après, je crois c'est le même métier. Voilà. Après, c'est lié à l'organisation même de l'école, mais je crois que enseignant, c'est d'abord apporter des connaissances à des élèves, à des jeunes qui se retrouvent devant vous. Je crois que c'est important, ça, de le rappeler. Donc, pour répondre directement à votre question, je rappelle que la compétence de l'enseignement a été transférée totalement depuis le 1er janvier 2012. Ça, c'est important de le rappeler, et que ça s'inscrit dans l'accord de Nouméa. Je vais vous expliquer pourquoi je rappelle l'accord de Nouméa. Donc, cette compétence aujourd'hui, elle est totalement exercée par la Nouvelle-Calédonie. Ce qui reste dans les mains de l'État, ce sont la collation des diplômes, tout simplement les diplômes, le contrôle des enseignants, la formation des enseignants et, je dirais, une disposition particulière qui est unique, je dirais, sur le plan national. C'est une mise à disposition globale et gratuite. Et là, je ne parlerai pas pour le primaire, puisque c'est une spécificité, mais je laisserai la parole tout à l'heure à Romain. C'est que les enseignants du secondaire, public et privé, leurs salaires sont financés par l'État, ce qui représente à peu près 54 milliards. Et je rappelle que ce choix-là, c'est-à-dire que la majorité ou la quasi-responsabilité de l'école, qu'elle soit aujourd'hui dans les mains
donc de la Nouvelle-Calédonie et avec des conditions particulières, c'est-à-dire la formation, la collation des diplômes et le fait que ce soit un financement important par l'État, c'est ce qui a été décidé par les élus du Congrès. Ça, c'est important de le rappeler. Donc, je dirais que ce projet éducatif, je ne sais pas si c'est fondation ou refondation de l'école calédonienne, en tout cas, il s'inscrit bien dans un cadre politique qui est celui de l'accord de Nouméa, qui précise les notions de rééquilibrage et qui précise que les langues kanaks sont, avec le français, des langues d'enseignement et de culture. Je crois que c'est important de rappeler, je dirais, ces fondamentaux de l'accord de Nouméa, parce que va découler, je dirais, le projet éducatif. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le projet éducatif, c'est d'abord une co-construction avec l'ensemble de la population. On a récupéré tous les travaux qui ont eu lieu depuis X années, et notamment le colloque de 2002, le colloque sur l'enseignement, et après, en 2010, le grand débat sur l'avenir de l'école calédonienne. Je crois qu'il est important de vous préciser, en tant que futur enseignant, que le projet éducatif qui a été adopté le 15 janvier par le Congrès, ça préfigure le Code de l'éducation en Nouvelle-Calédonie. Et qu'il est important, lorsqu'on est futur enseignant, que ça devienne le livre de chevet. Parce que là aussi, les élus du Congrès ont donné le cap sur les 4 ambitions: l'identité calédonienne de notre école, la diversité des parcours, je dirais le contexte, l'ancrage, tout ce qui est lié au climat scolaire, et enfin l'ouverture, et là aussi ça a été souhaité par les élus du Congrès, d'abord une ouverture sur la région du Pacifique et une ouverture sur l'extérieur. Et demain, comme vous l'avez rappelé, demain c'est la charte d'application. Donc vous avez le texte fondateur, qui est effectivement le projet éducatif, adopté le 15 janvier, mais on aurait pu faire le plus beau projet du monde, mais si on ne passe pas à des actions, c'est ce qu'on appelle la charte d'application, qui va être examinée demain par le Congrès. Donc c'est un plan d'action qui est sur 3 ans, avec un certain nombre qui répondent, je dirais, à ces 4 ambitions. Et je rajouterai un autre volet en plus de ces 4 ambitions, c'est la gouvernance. Alors du coup, je ne sais plus où j'en étais, moi, dans cette histoire. Peut-être on pourrait en venir à l'idée, est-ce qu'il y a l'identité, ah oui, y a-t-il un consensus sur l'identité? Je dirais que oui, il y a un consensus sur l'identité calédonienne de notre école, puisque je rappelle que la méthode que l'on a choisie, le fait d'aller... de faire toutes les réunions avec l'ensemble des composants de la population, de la communauté éducative, que ce soit parents, personnel, syndicats, les acteurs, les familles. Ça a été une demande, je dis, fortement exprimée, c'est que l'école calédonienne, elle ressemble à sa population. Voilà, qu'elle reprenne en compte, et en particulier, je dirais qu'il faut que ce soit une école. Alors, ce qui a été aussi, je dirais, exprimé, c'est que, et validé par le Congrès, ça a été de dire que c'est une école à la française. On a cet héritage-là en Nouvelle-Calédonie, avec les valeurs de la République, mais aussi avec les valeurs de l'éducation kanak, mais aussi des autres communautés qui existent sur le territoire. Voilà, ça a été le choix, et là il y a eu un consensus politique, puisque je rappelle que le projet éducatif a été validé, a été adopté à l'unanimité, voilà, par le Congrès. Donc après, je ne rentrerai pas dans les déclinaisons de l'identité calédonienne, mais en gros, c'est à la fois prendre en compte la culture kanak, qui est quand même la culture ambiante du pays, mais culture kanak n'est pas exclusive des autres cultures du pays, elle n'est pas exclusive des valeurs de la République, et une identité calédonienne, mais au bout du compte, ce que l'on vise à travers ce système éducatif, c'est quand même la réussite scolaire des élèves. Ça, c'est important de le rappeler.
et en particulier de démocratiser la réussite scolaire en Nouvelle-Calédonie. Voilà, quelle que soit son origine sociale, communautaire ou autre, c'est que cette réussite, elle touche l'ensemble des jeunes Calédoniens. Voilà. Yolande, peut-être tu veux rajouter quelque chose sur cette définition de l'école calédonienne ? Alors oui, l'école calédonienne, et puis je crois qu'on est nombreux à baigner dans cette école depuis un certain nombre d'années notamment, et tu as rappelé le parcours et notamment ma participation au grand débat sur l'école, mais je crois que pour arriver au document qui est présenté, qui a été adopté donc par le Congrès, et demain la continuité avec des actions que l'on s'engage à mettre en place, c'est tout ce qui a guidé nos travaux et ce que je ressens en tant qu'ancienne enseignante. C'est en effet la recherche de la qualité, une école de qualité d'abord, une école aussi qui soit vraiment un lieu dédié à la construction de compétences, à la transmission de savoir, à l'éducation, qui soit à la fois un lieu fermé, sanctuarisé, pour être un peu à l'abri, on va dire, des risques environnants, mais aussi qui soit ouverte, et qui soit ouverte sur l'ensemble de la communauté éducative, parce qu'on ne peut pas fonctionner en vase clos. Il y a des partenaires institutionnels, il y a les parents, bien sûr, et puis il y a tout un réseau associatif. Donc c'est un peu, Madame Yekawe le disait, le travail qui a été engagé, qu'on a repris en 2014, qui avait été porté précédemment aussi, ça a été ce travail-là. Après, l'idée, c'est aussi, en effet, une école qui est pour finalité l'insertion sociale et professionnelle. On ne peut pas être hors du temps. Si l'école était complètement hors du temps, à juste être une fabrique à diplôme, elle ne servirait pas à grand-chose. Donc l'idée, c'est aussi d'apporter des réponses aux attentes des jeunes et puis de relever des défis. Donc on a le défi de la performance, parce qu'on le voit bien, vous êtes nombreux, là vous êtes là, la jeune génération, on va dire, d'enseignants, mais certains sont ailleurs, vont étudier ailleurs. Donc c'est l'idée aussi de pouvoir se frotter à la concurrence nationale ou voire internationale. Et puis, en termes de défis, c'est le défi aussi de rendre notre école moins inégalitaire, parce qu'on voit bien qu'il y a certains qui réussissent facilement et d'autres non. Donc avec aussi l'ensemble des travaux, c'est cette notion de rééquilibrer les choses, d'aller apporter en fait, en fonction des besoins, en contexte, des réponses dans les classes, dans les collèges, dans toutes les structures, pour prendre le gamin où est-ce qu'il en est, à quel niveau est-ce qu'il est, et l'amener au maximum de son potentiel. Donc voilà, c'est un peu le défi, le pari qu'on s'était donné en reprenant ces travaux et qui sont justement à l'examen des élus. Et à chaque fois qu'on a eu à discuter avec les élus, mais à chaque fois qu'on a rencontré aussi l'ensemble des partenaires, c'était oui, on a une école. On a une école depuis un certain temps, oui. C'est l'école de la République, c'est écrit comme ça. Et à chaque fois, dans tous les travaux, et quand on a commencé, Mme Yekawe confirmera-t-elle, c'est faire de cette école de la République une école du pays. Parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas à certains endroits. Donc voilà, c'est ce lieu en fait de transmission, mais ce lieu qui pourrait faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalités scolaires, sociales, et qui répondent aux attentes des jeunes. Merci Yolande. Peut-être Romain, une courte intervention pour donner ta vision personnelle, peut-être des choses aussi. Oui. Moi, je dirais qu'il y a un consensus politique, une unanimité dans la construction du projet éducatif pour qu'il y ait un projet éducatif. À partir du moment où les choses ont été transférées, comme ça a été indiqué en 2000 puis en 2012, ça c'est sûr. Après, pour faire voter le texte, finalement, à la quasi-unanimité du Congrès, effectivement, il y a quand même 10 ans de travaux, de colloques, d'échanges, de réflexions. Et ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors, l'unanimité, elle existe aujourd'hui, le consensus politique aussi, sur le texte qui a été voté. Le vote le démontre. Maintenir ce consensus politique, ce ne sera pas facile. Et ça ne peut se faire que si le projet éducatif a une réalité sur le terrain. Ça a été dit aussi par mes collègues tout à l'heure. C'est le souci essentiel aujourd'hui. D'où l'importance de la charte, mais chaque collectivité va devoir, à son niveau, mettre en œuvre un certain nombre d'actions sur le terrain pour que pour les enseignants, pour les parents et pour les élèves, évidemment, il y ait un changement significatif et visible. À ce moment-là, on pourra dire que c'est une réussite. Mais une réussite sur un projet comme ça ne se mesure pas 7 ou 8 mois après le vote du texte, se mesure 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Donc c'est un travail de longue haleine.
J'ai envie de dire que le temps nécessaire à l'écriture du projet éducatif qui a été voté en janvier va être quasiment le même pour voir s'il porte ses fruits derrière en termes de réalisation. Ce sont des projets quand même qui prennent plusieurs années en termes de différence. Puis je rajouterai un élément quand même pour démontrer que concrètement les choses commencent à avancer, indépendamment du vote de la charte. C'est que la première étape de la mise en œuvre du texte, de ces grandes orientations, je rappelle que le premier objectif, c'est qu'on partage tous des orientations communes, que l'on soit employé par l'État, à l'EMADGG, par une province, dans le premier degré, par la Calédonie, à la direction de Yolande. L'essentiel, c'est qu'on partage tous 4 grandes orientations et qu'on tire tous, pardon de l'expression, dans le même sens. Et donc, pour que ça puisse commencer à se faire, il y a eu un travail sur les projets d'école qui a été initié immédiatement. Les projets d'école ont été revus par rapport à ces 4 grandes orientations. Et c'est pareil pour les projets d'établissement, collège et lycée. Ça, c'était la première étape. Ça va se déplier sur plusieurs années. Mais dès la rentrée prochaine, par exemple pour ce qui me concerne à la province sud, il y aura des actions concrètes pour les enseignants. Des écoles avec un certain nombre d'expérimentations qui commencent à être travaillées. La mise en place d'outils pour faire le service civique obligatoire à l'école. La construction d'un parcours de l'élève avec des applications informatiques. Vous voyez, là, maintenant, on rentre non plus dans le débat, dans la philosophie, mais dans l'action concrète. Merci beaucoup. Donc, si j'analyse un petit peu vos interventions successives, on pourrait peut-être s'entendre sur le fait de dire que l'école calédonienne, c'est à la fois l'école de la République et l'école du pays, et que cette espèce de construction hybride doit être au service de la réussite des élèves. Alors, on va justement venir à cette question-là, puisque si un projet éducatif, c'est forcément pour le mettre au service des élèves de notre école, on sait que aujourd'hui, les performances de notre système éducatif ne sont pas forcément ce qu'elles devraient être. En tout cas, c'est quelque chose qui ressort assez fortement du rapport de l'année dernière de la Chambre territoriale des comptes, où on parle de performances décevantes, notamment par rapport aux sommes qui sont dépensées. Il y a un retour sur investissement qui n'est pas ce qu'il devrait être. Alors on parle souvent de déséquilibre, notamment en fonction de l'origine ethnique des élèves, avec la question notamment de la nécessité d'élever le taux de réussite des élèves kanaks dans l'école. Mais on sait aujourd'hui qu'en fait, derrière cette question-là, il y a aussi la question d'une territorialisation de la réussite scolaire en Nouvelle-Calédonie. Il y a des régions dans lesquelles on réussit bien, il y a d'autres régions dans lesquelles on réussit moins bien. Lors du colloque sur le rééquilibrage qui a eu lieu ici au mois d'août, on a notamment parlé de taux de réussite qui étaient très faibles sur la côte Est ou dans certains endroits aux îles Loyauté. Donc comment est-ce que concrètement le projet éducatif cherche à élever, par quels moyens le projet éducatif cherche-t-il à améliorer le niveau de performance de notre système? Madame Yekawe, peut-être pour commencer. Alors, comment ce projet éducatif élève le niveau de performance Je crois que je reviendrai toujours sur des aspects politiques. Avant le 1er janvier 2012, je rappelle que ce n'est pas la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Je vais prendre le cas, par exemple, du vice-rectorat, qui est, je dirais, en gros, une académie. Voilà. Les décisions, elles étaient prises de manière administrative. Une fois que l'on a dit ça, on se dit, mais ça s'est fait sur X années comme ça. Aujourd'hui, les décisions du vice-rectorat, direction générale des enseignements de la Nouvelle-Calédonie, elles doivent répondre à ces 4 ambitions. Donc, toutes les actions que le vice-rectorat va mettre en œuvre en termes de formation, au niveau des projets d'établissement, que ce soit collège, lycée, public, privé, ça répond bien à ces 4 ambitions, avec le plan d'action lequel demain, j'espère, sera adopté par le Congrès. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait l'accord de Nouméa. Je vous avais dit les langues kanaks sont des langues d'enseignement et de culture au même titre que le français, mais j'ai juste oublié un levier important qui a permis effectivement ce transfert, qui a permis effectivement cet exercice par la Nouvelle-Calédonie, c'est effectivement le transfert de compétences. Donc, lorsqu'on a voulu mettre en place un projet éducatif, c'était de se dire quel est le projet pour notre école. C'est pas juste, je dirais, des leviers ou un outil. C'est un peu comme votre réflexion aujourd'hui qui est réalisée qui a été faite
par l'ESPE. C'est au-delà de ces outils, quelles sont les ambitions, quelles sont les valeurs, quelles sont les valeurs. Et quoi que l'on dise, on ne peut pas dire que la Nouvelle-Calédonie, il faut aussi qu'on accepte que ce pays est colonisé et donc que sur certains territoires, par exemple, effectivement, la réussite n'est pas au bout. Et que dans ce cas-là, je vais rentrer concrètement, dans le cadre du plan d'action demain, il va y avoir des dispositifs de rééquilibrage. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, pour cette rentrée-là, en 2017, il y aura par exemple 150 places supplémentaires en BTS. Lorsque j'ai pris cette responsabilité, pour certains BTS, la commission qui affecte les élèves dans certains BTS, je rappelle que les BTS, ce sont des classes sélectives. C'était un certain nombre de chefs d'établissement seulement du Sud qui y étaient à l'intérieur. À partir de là, je dirais que c'est normal qu'on choisisse d'abord, avant tout, ses élèves. Si les chefs d'établissement de la province Nord et de la province Île ne sont pas à l'intérieur de cette commission, je parle donc là de structuration, pour que ces élèves, je dirais, de deux autres provinces aient aussi des places dans des filières sélectives, on ne pourra jamais parler de rééquilibrage et au bout de réussite. Voilà. Merci. Alors peut-être pour compléter, Yolande et Romain vont pouvoir peut-être nous parler davantage des leviers qu'offre le projet éducatif pour favoriser la réussite dans le premier degré, puisque pour qu'il y ait réussite scolaire et pour aller dans une scolarité le plus loin possible, il faut d'abord avoir posé les fondements au premier degré. Donc quelles sont pour vous les priorités pour justement favoriser la réussite dès le premier degré ? Donc oui, alors en effet, le partage de la compétence au niveau du premier degré, vous avez là les deux directeurs, il y en a deux autres, puisque la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie est, on va dire, pour faire court, responsable de tout ce qui est pédagogique, avec 3 missions essentielles: la formation des maîtres, les contenus d'enseignement et le conseil et le contrôle pédagogique. Ensuite, les provinces, mais M. Capron en parlera certainement, est responsable là, de l'emploi des maîtres et de tout ce qui se passe dans les écoles. Donc on arrive à articuler avec aussi la province des îles, M. Chocho, l'homologue de M. Capron, et en province nord, M. Ankaoliwa, à s'entendre sur l'exercice de nos compétences partagées. D'accord ? De toute façon, puisqu'on partage le même objectif, on n'est pas trop en conflit, heureusement. Donc l'idée, la priorité pour moi je mettrais, c'est la formation des enseignants. Et à ce titre-là, à la fois on a un travail avec les instituts de formation, Madame Léran est là et Madame Cavaloc, avec les liens qui sont à poser puisque les orientations s'imposent à nous depuis cette année, l'IFM aussi, et puis le plan de formation continue des maîtres. Voilà aussi quelque chose, un levier pour aller dans qu'est-ce qui va changer. Ce plan de formation, depuis 2015, s'est appuyé sur l'architecture du projet éducatif. Donc on a fléché de grandes orientations qui sont portées par la direction de l'enseignement, mais qui sont coportées avec les provinces, puisqu'on a articulé des stages, justement, pour mettre en place des formations dédiées avec les 3 provinces. Donc c'est vrai qu'un stage, par exemple, proposé en province sud, va être quelque peu différent, même si l'objectif est le même, d'un stage proposé à Marais ou un autre stage proposé à Touault. Donc l'idée, c'est que les partenaires s'entendent sur cette action-là. C'est la formation des maîtres. Ensuite, les contenus d'enseignement. Vous l'avez dit, à partir de 2000, transfert de compétences, et jusqu'en 2004, on était sur des programmes métropolitains. La DANC, à l'époque, s'est saisie donc du transfert de compétences. Les équipes de circonscription, inspecteurs, conseillers pédagogiques, même enseignants, directeurs d'école, ont travaillé pour élaborer des programmes. Les premiers programmes adaptés à la Nouvelle-Calédonie pour l'école primaire publique datent de 2005. Ensuite, deuxième tempo, il y a eu la réforme en métropole et il y a eu le second transfert de compétences en 2012. Donc il fallait aussi s'adapter et s'ajuster pour qu'il y ait un véritable continuum de formation avec le second degré, puisqu'on était en décalage.
Et l'État étant toujours responsable de la collation des diplômes, il fallait bien s'ajuster. Donc en 2012, en même temps qu'il y a eu le transfert du second degré, la parution des programmes du premier degré public et privé, puisqu'avant il y avait 2 programmes différents pour toutes les écoles primaires de la Nouvelle-Calédonie, les programmes de 2012 adossés au socle commun. Et là, on arrive, par rapport au programme, à un autre tempo où il va falloir les ajuster aussi par rapport aux attentes du projet éducatif, par rapport à l'évolution des programmes en métropole aussi, et à l'étude qui a été faite de proposer une réforme dans nos collèges qui prenne en compte justement les points forts de la Nouvelle-Calédonie. Et puis le troisième axe, je dirais, pour justement permettre aux enseignants de s'approprier ce projet éducatif et les accompagner, parce que on est là pour ça, je dirais, c'est le conseil et le contrôle pédagogique. Donc on a dans chaque circonscription, on a 7 circonscriptions en tout sur la Nouvelle-Calédonie, avec une équipe composée d'un inspecteur, de conseillers pédagogiques. On travaille avec les maîtres formateurs aussi et les directeurs d'école sur le terrain, justement pour être au plus près dans les écoles, pour aider les enseignants à s'approprier les contenus d'enseignement. Pas plus tard que ce matin et hier après-midi, donc j'avais réuni en séminaire l'ensemble des personnels de la DANC, de la direction de l'enseignement, pour expliquer des outils d'accompagnement entre nous qui vont servir l'année prochaine dans les animations pédagogiques ou dans les stages de formation qui ont été validés, je le rappelle, au Conseil consultatif de l'enseignement et donc qui concernent les 3 provinces de la Nouvelle-Calédonie. La direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie n'est pas une supra-collectivité. Je dirais qu'on travaille de concert avec les 3 provinces par rapport à ces 3 missions essentielles, justement pour faire en sorte que sur le terrain, ce soit concret et qu'on soit au plus près des enseignants. Voilà. Merci. Je vais peut-être empêcher Romain de réagir parce que le temps avance, non ? Ah, il a envie de dire quelque chose, donc je ne vais pas le brider. Et puis voilà. Mais ce sera avant qu'on passe à la deuxième partie de la discussion. Ben non, ce serait dommage, oui. C'est sûr. Non, j'ai une première intervention par rapport à ce que tu as dit, Stéphane, c'est sur la Chambre des comptes et son rapport. Moi, j'ai toujours dit que la méthodologie était très étrange. Et en tous les cas, là, il y a un terrain de recherche pour vous à l'université qui est quand même très important. On nous dit les résultats sont pas bons, ou sont moins bons. Mais par rapport à quoi ? Par rapport à la métropole, dis donc. Ah ben bien vu. Alors, vous voyez un peu la perspective intellectuelle. Pardon, je suis un peu fort, mais quand même. Est-ce qu'on peut vraiment sérieusement comparer 270 000 habitants quelque part, qui n'a pas la même, ces gens n'ont pas la même histoire, c'est pas la même masse de population, c'est pas la même culture, et 70 millions d'habitants, parce que je rappelle qu'il y a 70 millions d'habitants en métropole, pas 50 ou 60, de l'autre côté. Alors déjà, je voudrais qu'on m'explique d'un point de vue méthodologique comment on fait là. Ça, c'est la première remarque. Mais qu'il y ait un étalon national sur lequel on se rattache, c'est pas une mauvaise chose. Après, on nous dit, vous êtes moins bon, vous faites moins bien qu'eux. Bah oui, d'accord. Mais enfin, sauf qu'il y a 15 jours, moi, je rencontrais des gens, enfin un peu plus de 15 jours, peut-être un peu moins d'ailleurs, pour la mise en place de l'Observatoire de la réussite éducative. Ça, c'est une action du projet éducatif. Quand vous comparez la Calédonie avec les pays du Pacifique, et pourquoi on ne le ferait pas avec les autres îles du Pacifique ? Ah ben non, c'est pas la peine, les résultats sont tellement bons en Calédonie, ça ne sert à rien. Bah, il faudrait savoir. Alors, on est tellement bons, nous, dans le Pacifique, qu'il ne faut pas nous comparer avec les autres, mais on n'est pas bon par rapport à la métropole. Ben, moi, je préfère me comparer avec les îles du Pacifique. Il me semble qu'il y a quand même un peu plus de points communs. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas avec la métropole et qu'il ne faut pas le faire. Il faut avoir la lucidité de regarder les choses en face. Mais ça, c'était quand même la première observation. Bon. La deuxième question qui est très bonne, et on a introduit d'ailleurs la conversation comme ça avec mes 2 collègues, c'est pour un enseignant, pour un parent, encore une fois, pour un élève, qu'est-ce que ça change, le projet éducatif ? Il ne faut pas tourner autour du pot. C'est ça la vraie question. C'est ça que les gens veulent savoir. Bah déjà, il faut vous dire qu'à partir du moment où le projet éducatif ou l'enseignement est une préoccupation forte des élus de la Nouvelle-Calédonie, quel qu'il soit, ça change beaucoup de choses, parce que ça veut dire que les moyens consacrés à l'enseignement sont préservés, sont sanctuarisés, et c'est pour ça qu'il y a un 2e collège qui va se construire à Dimbéa et qui ouvrira en 2018. C'est de l'argent qu'on n'a pas mis ailleurs, mais parce que l'enseignement c'est important, parce qu'on construit un projet derrière. Ça, c'est la première forme de réponse que j'ai envie de faire. Ça paraît naturel, ça paraît logique, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des débats politiques, la santé c'est très important, la prévention de la délinquance on le voit tous les jours, c'est très important. Donc ça tombe pas du ciel, s'il n'y a pas un projet éducatif, s'il n'y a pas un débat, s'il n'y a pas des élus qui choisissent des priorités, il y a de l'argent qui n'est pas mis dans l'enseignement. Là c'est pas le cas, parce qu'il y a un projet éducatif qui a fait l'objet d'un consensus ou d'un quasi-consensus. Ça c'est la première réponse. Alors cette réponse elle est un peu
change pas grand-chose à la vie des gens au jour le jour. Ben si, parce que ça veut dire que dans certaines classes, on n'a pas 28 élèves, ça veut dire que dans le collège, où on a prévu 600 élèves, on n'en met pas 700, mais qu'on a bien un deuxième collège 600 en face, etc. Qu'est-ce que ça change dans la pratique professionnelle des enseignants ? Par exemple, le projet éducatif et ce qui a été décidé aussi. Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en principe, dès 2017, vous voyez, c'est très concret, moi, ce que je vous dis. Les élus choisiront, Madame Yekaoui l'a dit tout à l'heure par rapport à la charte. On a 10 écoles en province sud qui vont travailler sur des expérimentations, notamment par rapport au rythme scolaire, le fameux rythme scolaire. Et moi, j'ai pas de langue de bois, pour aborder les sujets qui sont un peu compliqués. Mais demandons à des écoles primaires, en lien avec les collèges, qu'est-ce qu'elles souhaitent expérimenter, et faisons ces expérimentations en 2018. Voilà ce que ça change. Ça, c'est à la rentrée prochaine, c'est pas dans 15 ans. Alors, évidemment, ça, les personnes qui sont directement concernées vont voir le changement. Elles vont le sentir, elles vont formuler elles-mêmes un certain nombre de projets. Ça ne veut pas dire que tout le monde est concerné par chacune des actions et qu'il y a une vision globale de ce que ça change. Mais quand on a un projet qui est un peu systémique comme celui-ci, il faut aussi rester raisonnable. On ne peut pas chambouler le fonctionnement du système du jour au lendemain. C'est pas le jour d'après, quoi. Merci Romain. Alors, ce que je retiens et qui m'a fait forcément très plaisir, c'est que pour mettre en œuvre ce projet éducatif et pour qu'il soit au service de la réussite, il faut former les enseignants, les accompagner. Donc ça, forcément, quand on travaille à l'ESP, on ne peut qu'être d'accord. Et donc je vais utiliser ça pour glisser vers le deuxième temps de notre discussion, ce qui concerne la mobilisation des compétences des enseignants pour mettre en œuvre ce projet éducatif. Donc aujourd'hui, on a décidé de travailler sur la culture commune des enseignants, spécifiquement en Nouvelle-Calédonie. Et ce matin est revenue à plusieurs reprises l'idée selon laquelle, en Nouvelle-Calédonie, les enseignants peuvent parfois avoir du mal à se comprendre, notamment entre le premier et le second degré, par exemple parce qu'ils ne se réfèrent pas au même référentiel de compétences. Donc est-ce que pour vous, cela peut représenter un problème ? Et est-ce que vous considérez qu'il serait souhaitable de faire évoluer les référentiels de compétences des enseignants pour qu'ils se rejoignent, éventuellement pour qu'ils contiennent aussi des spécificités calédoniennes? Peut-être, Yolande, tu veux commencer? Vas-y. Oui, alors sur la question du référentiel, on en a un qui prend naissance, on va dire, dès les instituts de formation initiale, et en fait, qui est en décalage avec celui de la métropole. On a toujours un petit temps de retard, parce que les maquettes des instituts avaient été élaborées comme ça, mais on est en plein chantier dans le domaine. Mais je crois qu'au-delà du référentiel en soi, il y a quand même des choses qui sont incontestables et qui traversent le premier et le second degré, en effet. Alors, il faudra en effet peut-être toiletter les textes, mais je crois que déjà enseigner, il y a des compétences qui sont là installées en termes de maîtrise didactique, qu'on soit dans le premier ou dans le second degré, d'accord ? Même si dans le premier degré, c'est la polyvalence. Donc l'enseignant n'a peut-être pas autant de maîtrise didactique dans tous les domaines qu'un professeur de maths ou de sciences, mais tout de même, justement, il y a cette polyvalence qui nécessite un savoir didactique. Ensuite, il y a toute l'approche pédagogique, et je crois que là, c'est quand même quelque chose d'important aussi. Et même un prof du second degré, je crois qu'il faut abandonner l'idée des cours es cathedra et l'enseignant qui dispense son savoir, et puis ceux qui sont en face sont supposés l'intégrer complètement. Donc là aussi, dans le second degré, peut-être des choses de l'ordre des interactions. Il y a beaucoup d'expériences aussi, d'expérimentations qui sont faites. Et je crois que par rapport à la Nouvelle-Calédonie, au-delà de... Après, il y a bien sûr tout ce qui est déontologie du métier. Mais je crois que si on a choisi ce métier, c'est que aussi on y accorde toute l'importance. On est là pour élever des hommes et des femmes, et ça va aussi avec notre façon d'être, notre attitude. Mais ce que je disais aussi, c'est qu'il y a peut-être, c'est en termes de stratégie, qu'il faudrait qu'il y ait des échanges de stratégie. Il y a des choses qui ont été faites sur comment apprendre à apprendre, d'une part, mais aussi comment apprendre différemment, avec des enfants qui ont soit la langue maternelle parlée à la maison quotidiennement, soit non. C'est presque une langue étrangère. Et qu'on soit kanak, wallisien, et même, excusez-moi le terme, les petits caldoches, même si j'aime pas ce terme-là, les petits caldoches de brousse. Donc voilà, on a tous aussi des parcours, les élèves qui sont dans les classes, qui soient à l'école, au collège. Et je crois que là, en termes de culture commune, c'est ce qui est à rechercher. Et pour faire un petit clin d'œil aux travaux qu'on a pu faire ce matin, on a notamment les éléments fondamentaux de la culture kanak qui va être dispensée de manière obligatoire l'année prochaine, de la maternelle au lycée.
D'accord ? Les travaux qui ont été menés premier, second degré, donc avec le service d'enseignement des langues kanak dans le second degré et une inspectrice à la direction de l'enseignement avec, je ne cite que mes foisons de personnel sur le terrain, des locuteurs et tout. Et l'idée, c'est de dire, parmi ces éléments-là, ça nous devrait éclairer les enseignants justement sur des approches différentes, qui prennent en compte le vécu, et puis pas que les éléments fondamentaux de la culture kanak. Parce qu'il y a aussi la multiculturalité. Donc justement, c'est comment, dans la formation, qui peut être dispensée ici dans les instituts et en formation continue, on parvient à associer la maîtrise didactique, les compétences pédagogiques, pour pouvoir mettre en place des stratégies innovantes, performantes, qui s'appuient réellement sur quelque chose qui parle aux élèves, que ce soit pas quelque chose qui, on a l'impression que ça vient de la Lune. Voilà. Romain, peut-être tu veux compléter ? Je suis pas sûr de me souvenir de la question, mais bon. C'était sur les différences entre les référentiels de compétences des enseignants. Oui. Non, mais c'est parce que la réponse a été... Non, il y a tout un tas de raisons qui font que quand on est enseignant, on peut légitimement penser qu'on ne fait pas forcément le même métier que les autres. D'abord, il y a le premier et le second degré. Ensuite, on peut enseigner des mathématiques et du français. On peut être, je l'ai dit tout à l'heure, employé par l'État, avoir un statut qui n'est pas le même selon qu'on soit fonctionnaire d'État ou fonctionnaire calédonien, etc., etc., etc. Enfin, fondamentalement, on fait quand même le même métier à la base. Et on a en tous les cas le même objectif, c'est de faire en sorte que des enfants puissent développer des compétences et un certain niveau de maîtrise en termes de connaissances. Bon, et c'est ce qu'il ne faut pas perdre, à mon avis, de vue. Mais à côté de ça, il y a quand même un autre mouvement qu'on a décrit là depuis quelques instants, qui est quand même assez fort en Calédonie, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je vous indique quand même qu'un projet éducatif sous cette forme-là, mené par une institution politique, pas seulement administrative, Lamine Kaoui l'a dit tout à l'heure. Le vice-rectorat, avant, c'était une académie. Maintenant, il y a une décision politique. Ça n'existe pas ailleurs dans le monde francophone, enfin français en tous les cas. Ça n'existe pas ailleurs. Il n'y en a pas en Polynésie, il n'y en a pas en Guyane, il n'y en a pas en Martinique, il n'y en a pas à Paris. Il n'y a pas une institution politique qui a mis en œuvre un projet éducatif. C'est pas nous qui le disons, c'est la ministre de l'Éducation nationale quand elle s'est déplacée. Je fais remarquer d'ailleurs que le protocole qu'elle a signé, elle l'a signé, donc l'État va continuer à accompagner la Calédonie, donc continuer à nous donner les moyens, parce qu'il y a un projet éducatif. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il n'y en avait pas aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passerait. Mais, donc, il y a des éléments qui peuvent objectivement faire penser, quand on est enseignant, qu'on ne partage pas forcément tout à fait la même culture, mais par contre, l'objet, c'est le même. L'objectif, c'est le même, et l'objet, c'est le même. L'objet, c'est qui ? C'est l'élève. On travaille tous pour les élèves, on sait bien pourquoi on le fait. C'est quand même ça qu'il faut garder à l'esprit. Et si vous avez pu prendre le temps de lire le projet éducatif qui a été voté, vous avez quand même pu noter qu'un des objectifs essentiels, c'est de construire un véritable parcours pour les élèves. Pour le coup, parce que eux, c'est pas comme les enseignants, ils vont faire du premier et du second degré. Là, c'est garanti. Encore qu'on a pas mal d'enseignants qui font de la mobilité aussi maintenant. Et donc, quand on pense à l'élève, quand on revient à lui et qu'on lit ce qu'il y a dans ce texte, il y a aussi une partie importante, me semble-t-il, dans ce texte, c'est les éléments du droit à l'éducation, qui concernent l'élève, son droit à construire un vrai parcours scolaire. Et c'est ça qu'on doit partager en commun. Donc, vous avez des exemples très concrets que, pour certains, vous avez déjà mis en œuvre. Par exemple, la liaison CM2-6e, qui doit atténuer cette rupture dans le parcours de l'élève. C'est la même chose dans le supérieur. Vous avez sûrement vu dans les médias, c'est assez fréquent, il y a de nombreux articles sur la réussite ou l'échec des étudiants calédoniens quand ils vont dans l'enseignement supérieur. Donc comment on fait pour mieux les accueillir à l'université ? Bon, ça c'est un sujet qui vous regarde directement. Donc c'est ça qu'il faut travailler, c'est vraiment la réussite de l'élève. Parce que je critiquais volontairement tout à l'heure la Chambre territoriale des comptes et son rapport, mais il y a une chose qui est vraie. Et ça aussi c'est au cœur du projet éducatif et c'est ce qu'il faut qu'on travaille tous ensemble, je crois que l'on en a parlé. C'est que si en réalité on a des résultats tout à fait corrects au niveau global pour notre système éducatif en Calédonie, parce que c'est ça la vérité, c'est pas pour se faire plaisir qu'on dit ça, c'est la vérité, on n'est pas dans une situation catastrophique. Il y a par contre à l'intérieur de ce constat qui est plutôt correct et satisfaisant, des inégalités de réussite qui sont alors là très marquées, et bien plus marquées qu'ailleurs. Donc c'est ça qu'il faut travailler. D'où une des grandes orientations qui consiste à dire que ce soit une action de la commune, de la province ou de la Calédonie, ce qu'il faut absolument aller chercher, c'est la réussite de tous les élèves. Et là, on pourra mettre en place tous les dispositifs qu'on veut, ils seront importants, ils seront forts, il y a la notion de rééquilibrage aussi. C'est quand même bien l'enseignant, dans sa classe, jour le jour,
qui identifie les lieux de difficulté, les élèves qui ont des soucis, qui adapte sa pédagogie, qui trouve les moyens de faire progresser chacun des élèves. Alors, je vais peut-être enchaîner avec une question qui est très liée à celle-là et que je vais poser plus directement à Madame Yekawe. Donc, si je comprends bien aussi bien Yolande que Romain, le fait qu'il y ait des référentiels de compétences différents, c'est pas forcément un obstacle pour bien faire son travail et puis pour s'approprier le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie. En revanche, est-ce que Madame Yekawe, vous ne pensez pas qu'il serait important dans les parcours de formation des futurs enseignants, de prévoir des temps de formation en commun? C'est-à-dire, pour le moment, les enseignants du premier degré sont formés d'un côté, les enseignants du second degré sont formés d'un côté, les instituteurs sont pas formés au même endroit que les PE. Par ailleurs, et je pense notamment au second degré, je pense qu'on a encore un déficit pour contextualiser suffisamment notre formation à la Nouvelle-Calédonie. Donc, est-ce que le gouvernement ne pourrait pas envisager de définir un socle de formation commune nécessaire à tous les enseignants qui enseignent en Nouvelle-Calédonie pour à la fois fortifier cette culture commune et en même temps avoir des enseignants qui soient véritablement plus opérationnels sur le terrain. Voilà, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Alors, je commencerai par l'aspect professionnel, enfin d'avoir beaucoup de pratique. Si je devais comparer les enseignants qui sortent de l'IFM et de l'ESP, hein, c'est sûr que le fait qu'on passe 3 ans et on a beaucoup de pratique, on le voit tout de suite la différence sur le terrain. Et ça, c'est le retour que l'on a lorsqu'on fait les visites d'écoles. Je rappelle qu'il y a au moins 100 écoles en province sud. J'ai fait ça sur 2 mandatures. De manière générale, ça ne veut pas dire que les gens de l'ESP sont mauvais. Hein. Je dis simplement que c'est la partie professionnelle, plus de pratique qui fait la différence. Non, mais c'est important. Donc, pour revenir effectivement au sujet du référentiel. Au sujet du référentiel. Alors, je ne sais pas si c'est le lieu, en tout cas, une des missions, parce que je voudrais rappeler qu'effectivement, Yolande Verlaguet et Romain Capro étaient à mon cabinet, qu'une des missions de Yolande aujourd'hui en tant que directrice de la DANC, c'est de piloter un groupe de travail sur cette réflexion, sur une formation, je dirais, commune, sur ce sujet-là, la formation des enseignants, c'est-à-dire entre l'ENEP, l'ESP, et l'IFM. Je rentrerai pas trop sur les aspects, je dirais, techniques. Moi, je rappellerai simplement à ces futurs enseignants que tout ça, ça reste des outils. Lorsqu'on parle de référentiel, tout ça, ça reste des outils. Le lieu, oui, là aussi. Je voudrais quand même rappeler que le métier d'enseignant, c'est d'avoir une passion. C'est être motivé. C'est avoir de la foi. C'est avoir un vrai engagement. Voilà. Et qu'on peut être amené effectivement enfin, moi je parle par expérience, je vais vous donner partager un peu avec vous mon expérience. Lorsque je me retrouve dans une salle de prof avec des enseignants, avec leur discipline, il n'y a pas de communication. Je ne les vois pas avec les élèves dans la cour. Enfin, comme l'a rappelé Romain tout à l'heure, le premier facteur de réussite, et c'est celui on a un peu de mal à évaluer, c'est quand même le facteur enseignant, hein, que ce soit au niveau primaire ou au niveau secondaire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, parce que c'est quand même vous qui avez, je dirais, cette main magique, qui va faire qu'un élève, au-delà de la réussite scolaire, va réussir tout simplement sa vie. Parce qu'on n'est pas là aussi pour se raconter des histoires. Hein. On peut faire un parcours scolaire et puis, jour au lendemain, quitter l'école. Et je veux dire, c'est le cas pour beaucoup d'élèves aujourd'hui. Même nous, en tant qu'adultes, des fois, on n'a pas un parcours de vie qui est comme ça. Hein. C'est en dents de scie. Et on exige de la part des élèves que ce soit comme ça. Mais non. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un élève, au-delà de ses diplômes, se dit, tiens, j'ai rencontré un enseignant, c'est cet enseignant qui m'a donné l'envie de lire, c'est cet enseignant qui m'a fait comprendre que j'avais 8
J'ai réussi à avoir 1 point supplémentaire, j'ai 9, j'arrive à la fin de l'année, j'ai 10. Putain, mais quelle réussite! C'est ce que disait tout à l'heure Romain. On compare avec la métropole. Lorsque je suis allée présenter le projet éducatif à la commune de Wailou, les élus m'ont dit, mais qu'est-ce que ça va apporter le projet éducatif, nous, sur notre territoire, là, la commune de Wailou? Je leur dis, mais vous avez tout à fait raison. J'ai dit, moi, je retourne avec mon projet éducatif, mon texte au gouvernement. Mais s'il n'y a pas une implication de la part des élus de la commune, des familles, j'ai dit, lorsque les enfants sortent de l'école de la commune de Wailou, j'ai dit, mais vous êtes les premiers concernés, vous, les élus, lorsque vos enfants reviennent sans diplôme, sans certificat. J'ai dit, c'est d'abord vous, les premiers concernés. Donc, si moi, je vous parle d'un projet éducatif avec des actions qu'il faut effectivement contextualiser en fonction du territoire, je dirais, de Wailou, j'ai dit, par contre, moi, j'ai les données. J'ai les résultats de vos élèves au niveau du primaire, avec Yolande Verlaguet là-dedans. J'ai les résultats de vos collèges publics et privés sur Wailou, avec le vice-rectorat. Si on se donne comme challenge, comme défi, qu'ils sont à tel niveau en 2017 et que l'objectif c'est d'avoir 1 point, 2 points, c'est pas d'avoir les mêmes résultats que ceux des élèves qui habitent Lansvata, ça n'a pas de sens. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Stéphane, c'est pas tant l'ethnie, c'est bien les origines socio-économiques qui font la différence. C'est tout l'accompagnement qu'il y a autour, c'est tout le contexte, c'est cette qualité-là. Il est clair que le territoire de Wailou ne ressemble pas du tout au territoire de Lansvata. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que si ces gamins-là, je leur dis, je peux vous donner les éléments des élèves qui réussissent au niveau du brevet à Wailou. Quel est l'objectif? C'est que c'est sur une génération d'âge qui soit orientée peut-être vers des bacs généraux, ou tout au moins déjà qui sortent bacheliers. Voilà, qu'on se fixe, je dirais, des objectifs qui soient réalisables et qui parlent aux familles, qui parlent aux élus. On ne va pas se comparer, voilà. C'est vrai qu'on a tendance à parler, et puis du coup j'ai oublié, moi, à chaque fois, je suis un peu comme Romain. C'était les temps de formation partagés entre tous les enseignants qui exercent en Nouvelle-Calédonie. Oui, voilà, c'est ce que j'ai au-delà de cet outil, c'est d'abord votre engagement, c'est d'abord votre énergie, c'est voilà, c'est être enseignant, c'est d'abord une vocation. Il y a des représentants de syndicats. Il ne faut pas que le métier d'enseignant soit uniquement un métier de fonctionnaire. Le fait qu'on ait un statut de fonctionnaire, ça apporte la sécurité, mais au-delà de ça, vous n'êtes pas n'importe quel futur fonctionnaire. Voilà. Merci. Alors peut-être Yolande, puisque tu as l'air particulièrement impliquée sur ces questions de formation, sur ce socle commun des compétences des enseignants calédoniens et sur ces temps de formation en commun. Est-ce que tu penses qu'on a une possibilité d'avancer, voire de déboucher sur des choses concrètes? Oui, complètement. On a une possibilité d'avancer. Je vous disais, c'est pour le premier degré public, mais là encore, l'enseignement est partagé. Mais après, il suffit aussi de voir avec les politiques et de prendre les décisions politiques qu'il faut. Hein. Nous, on est des techniciens. Après, on a des arbitrages politiques. Par exemple, pour le premier degré, on a un plan de formation dans le public et il y a un autre plan de formation dans le privé. D'accord ? Des demandes avaient été faites par le privé pour intégrer quelques stages de formation dans le public. J'avais répondu de manière favorable sur le principe, mais techniquement, parce que les financements sont complètement distincts, ça n'a pas pu se faire, par exemple. Donc après, c'est peut-être quelque chose à faire évoluer, mais un texte peut évoluer. Ensuite, premier, second degré, du fait justement des évolutions du projet éducatif, à peu près il y a 15 jours de ça, où j'ai rencontré donc le responsable des formations au vice-rectorat DGE pour voir justement comment s'impliquer sur la formation, comment avoir des temps de formation communs. Tu as parlé des liaisons, hein, la liaison CM2 6e, étant donné que si le nouveau cycle 3, CM1, CM2 6e est créé, il y a une culture commune là, des enseignants du premier et du second degré à faire. On a toujours mis nos liaisons CM2 6e dans le plan de formation. Et là, c'est toujours un petit peu au gré des implications des uns des autres, le prof pouvant venir ou ne pouvant pas, le chef d'établissement donnant l'autorisation ou non. Du coup, voilà, ça reposait plutôt sur les enseignants du premier degré. Et à chaque fois où ça marche,
c'est parce qu'il y a, et là je rejoins Madame Yekawe, il y a des initiatives locales, avec des gens impliqués, passionnés, qui n'attendent pas spécialement le stage de formation, là, les 2 heures dédiées, mais qui peuvent échanger 1 heure après les cours entre eux et tout. Voilà, donc ça. On a aussi, notamment là, un des partenaires, l'ESPE, justement, dans le plan de formation, on a des stages là qui sont identifiés et qui sont portés par des formateurs de l'ESPE ou des formateurs de l'IFMNC. Donc je crois qu'on a une marge de progrès. Hein. Oui, il ne faut pas non plus, comme disait Romain, il ne faut pas se voiler la face. Mais je pense que si on s'y met tous sur la conception, on a un vivier. Et sur le plan administratif, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire évoluer les choses. Parce que c'est le même métier, même si il y a quand même cette distinction premier et second degré par rapport au métier lui-même, mais sur cette culture commune, je pense qu'on a beaucoup de choses à partager, à la fois du côté des professeurs, et des professeurs des écoles ou des professeurs des collèges ou des instituteurs. Voilà. D'accord. Merci pour cette réponse sur la formation continue, mais peut-être Romain pourrait peut-être rebondir sur la question de la formation initiale. Tu interviens en formation initiale, notamment à l'ESPE, et quelle plus-value, toi, tu verrais à ce que, éventuellement, on développe une formation initiale qui soit plus intégrée entre l'ensemble des enseignants et pas compartimentée, comme c'est encore un peu le cas aujourd'hui. D'abord, il ne faut pas sous-estimer ce que nous pensons lorsque nous, on fait notre travail. Alors, toi, tu es enseignant-chercheur. Moi, lorsque je peux intervenir avec Yannick et Olivier à l'ESPE, est-ce que nous pensons que les autres savent, est-ce qu'ils savent vraiment ? Donc, déjà, la première démarche, c'est celle-ci. Quel enseignant en Nouvelle-Calédonie, premier ou second degré, pour répondre à ta question, est vraiment au courant, dans le détail, des réformes, de l'évolution institutionnelle ? Il faut quand même s'interroger là-dessus. Ça, c'est la première réponse à ta question, elle est là. Donc, pouvoir présenter à tous ces enseignants, qu'ils soient dans le premier ou dans le second degré, concrètement, de manière compréhensible, ce que c'est que le transfert de compétences, ce que c'est que le projet éducatif, pour moi, c'est déjà un objectif commun, quels que soient les enseignants, et je pense qu'il faut déjà commencer par ça. Alors, c'est fait au niveau de l'ESPE, je le sais, puisque maintenant, il y a des temps de formation, par exemple, sur le statut des collèges et des lycées publics, qui a été voté en 2015, qui est un statut particulier à la Nouvelle-Calédonie. C'est le cas aussi, je crois, Olivier, sur le projet éducatif lui-même. Enfin, je m'ai contacté il n'y a pas longtemps là-dessus. Donc, ça commence à être fait. Donc, le premier objectif, c'est ça. En commun, tout le monde doit avoir conscience de l'organisation institutionnelle et du projet politique qui est celui de l'école en Nouvelle-Calédonie. Il me semble que c'est quand même déjà un objectif qui peut paraître un peu simple, mais qui est, je dirais, salutaire. Parce que tout le monde n'a pas conscience de ça, et c'est tout à fait normal. Encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, lorsqu'on est enseignant, il me semble que la première préoccupation, c'est le cas quand on est en formation initiale, c'est d'apprendre à bien enseigner. C'est pas d'apprendre à savoir qui est responsable de telle ou telle partie du système éducatif ou de... Non. La première préoccupation d'un enseignant, c'est d'être un bon enseignant, de savoir répondre aux attentes qui sont maintenant importantes et en même temps divergentes des élèves et de leurs parents. Donc, à côté de cette première préoccupation, surtout en formation initiale, avoir une initiation quand même assez approfondie, mais une initiation à l'organisation institutionnelle de l'école en Calédonie, au projet politique qu'il y a derrière, je crois que c'est commun, qu'on soit dans le premier, dans le second degré, ou qu'on soit même dans l'enseignement public ou privé. Parce qu'on n'en a pas parlé pour le moment, pas trop, ça viendra peut-être après. Mais là aussi, il y a une approche de l'école qui est différente. Alors malheureusement le temps passe et donc on va être obligé de glisser rapidement vers le dernier temps de cette discussion sur potentiellement les premières transformations qui sont susceptibles d'arriver concrètement à partir de l'année prochaine en Nouvelle-Calédonie. Donc parmi les grandes nouveautés qu'on nous annonce depuis maintenant quelques mois, j'en ai retenu 2 sur lesquelles, si vous voulez, on va échanger. C'est d'abord le parcours civique et de l'autre côté l'enseignement des fondamentaux de la culture kanak. Alors on va, si vous voulez, commencer par le parcours civique. Donc Madame Yekawe, est-ce que vous pourriez nous définir en quelques mots ce qu'est ce parcours civique ? Est-ce qu'il est une simple adaptation locale du parcours citoyen métropolitain ou ses finalités sont contenues répondent-ils spécifiquement à des problématiques calédoniennes ? Alors, je rappelle que la ministre de l'Éducation, elle attend effectivement de notre parcours scolaire, du parcours civique, beaucoup de retours. Alors, je rappelle que le service civique, qui fait partie donc du projet éducatif qui a été adopté le 15 janvier,
il a 2 volets au départ. Il y aurait un 3e qui va se rajouter, mais je ne l'évoquerai pas. Il y a un volet effectivement scolaire, donc qui fait donc partie du contenu, je dirais du primaire jusqu'au lycée. Je laisserai la partie technique à Yolande, puisqu'il y a un référentiel qui est en train de se finaliser. Mais l'objectif de ce parcours civique, il s'agit bien d'apprentissage de valeurs, les valeurs de travail, de l'effort, de la persévérance, c'est le respect. Voilà, c'est des valeurs qui sont communes, je dirais, à l'humanité entière et qu'il est important simplement de rappeler. Mais Romain, vous disiez tout à l'heure, et Yolande, ce qui est important aussi, que c'est vous, les futurs enseignants, qui vont les faire vivre. Parce qu'il ne suffit pas de dire ces valeurs-là. Quelles seront les actions que vous allez mettre que vous allez mettre dans vos classes, dans vos actions, dans vos classes, mais aussi avec vos collègues qui vont faire vivre, je dirais, ces valeurs-là. Mais l'objectif de ce parcours, je dirais, scolaire, c'est d'abord l'apprentissage, je dirais, des valeurs, mais c'est aussi préventif, c'est aussi construire, je dirais, le vivre ensemble et la citoyenneté. Mais au-delà de la citoyenneté, il y a les valeurs, je dirais, humanistes. C'est ce qu'on vise, c'est apprendre à être tolérant. D'où l'enseignement, je dirais, des langues kanak ou des éléments fondamentaux de la culture kanak, que l'on va rendre effectivement obligatoire et qui va donc devenir, je dirais, quelque chose qui va changer concrètement dès la rentrée 2017 au niveau des établissements scolaires. Et donc qui deviennent, je dirais, des disciplines à part entière. Là, on est en train de construire, je dirais, les programmes, tout en sachant que pour le collège, les programmes sont déjà plus ou moins faits. Une autre réponse aussi, c'est l'adaptation des programmes, celle de l'histoire géo. Je crois qu'il est important par la discipline de l'histoire que l'on ait des éléments de notre patrimoine, de nos histoires, de cette histoire avec des ombres. Le sujet n'est pas de savoir qui a eu tort, qui a eu raison dans les événements, mais c'est d'avoir, je dirais, une mémoire commune. C'est notre histoire. Et c'est important qu'on ait ces éléments, je dirais, au sein aussi du contenu des programmes. Voilà. Peut-être, Yolande, alors tu peux peut-être développer davantage sur les aspects techniques de la mise en œuvre de ce parcours civique ? Oui, alors là, du coup, c'est un bel exemple de culture commune, puisque le groupe de travail qui a fonctionné au sein donc des groupes du projet éducatif, qui ont permis l'avènement de la charte, a été, on va dire, pluripartenarial, plurisectoriel, interdegré. Et là, en fait, il est porté par 2 inspecteurs, Monsieur Guanéré, qui avait travaillé avec moi notamment au grand débat, et puis dans le 1er degré, et Madame Isabelle Amiot, qui est chargée de mission d'inspection dans le 2nd degré, avec des professeurs des instituts de formation, des conseillers pédagogiques et des directeurs d'école. L'idée, c'est que l'instruction civique et morale, ou l'éducation civique et morale, on peut tourner les mots dans tous les sens, et dans les programmes, de toute façon. C'est un domaine d'enseignement, c'est dans les programmes. C'est plus ou moins fait dans les écoles parce que on n'a pas aussi forcément tous les outils. Donc, ce qui a été acté, c'est avec autour de 4 grandes thématiques qui ont été répertoriées dans les documents du ministère. Et là, on s'est accordé qu'on pouvait complètement les adapter à la Nouvelle-Calédonie, notamment sur l'engagement. Justement, on est là pour construire un service civique et c'est le premier module qui va se passer à l'école. Notamment sur la notion d'appartenance au pays, donc la connaissance des institutions, la connaissance des symboles qui font que la Nouvelle-Calédonie, c'est pas Mayotte et puis c'est pas Tahiti non plus, par exemple. La notion de valeurs qui sont à véhiculer, qui sont des valeurs universelles. Mme Yekawe en a parlé, la notion de respect, les valeurs de respect, et puis le respect commencé dans la culture kanak, commencé chez les Tahitiens, commencé de manière universelle. Donc le groupe a travaillé pour proposer un référentiel avec des pistes d'action. Donc le référentiel est en cours de finalisation et a déjà été expérimenté sur 3 sites. École-collège, voilà,
notamment sur Dimbéa-sur-Mer et les écoles de la périphérie, l'école d'Orbritz, l'école Fong et l'école Michel de la Charlerie-Rolly. Une expérimentation à Coumac, avec le bassin école-collège aussi, et quelques actions qui ont été faites sur l'IFU. À partir de là, donc, il y a les 4 domaines, et il y a toutes les actions que l'on peut faire. Si on est en cycle 1, on a des actions qui sont possibles pour savoir comment connaître mon pays en cycle 2, en cycle 3, au collège et au lycée. Donc on aura une réelle programmation qui pourra être proposée aux écoles dès l'année prochaine. Donc quand on disait qu'est-ce qui change, ben voilà, on va avoir cet outil-là qui va être à utiliser, justement, à passer à la moulinette entre guillemets pour pouvoir l'éprouver parce que c'est quelque chose de nouveau. Et puis d'avoir un retour justement par rapport à ceux qui ont conçu le document pour pouvoir l'affiner. L'idée, c'est que c'est pas aussi quelque chose qui vient en plus, parce que j'entends les petites voix médisantes de certains qui disent « mais ça va être encore quelque chose en plus, ce projet éducatif ». Non, non. On a essayé justement de mettre en cohérence des choses qui se font déjà. On a notamment des expériences qui ont été lancées, le congrès des jeunes par exemple. Vous avez dans les mairies conseil municipal junior, vous avez les délégués de classe, vous avez enfin toutes ces choses-là, c'est autant de choses qui sont à verser au sein du parcours civique. On a encore une interrogation, et là je suis franche avec vous, on est encore en recherche de savoir comment est-ce qu'on va valider ce parcours. Parce que l'idée, c'est quand même qu'il y ait une espèce d'attestation. Ça ne doit pas être un diplôme, ça ne doit pas être un examen de passage. C'est pas, voilà. On a suffisamment de grands rendez-vous dans l'école, mais c'est de se dire, à l'issue du primaire, il a validé, par exemple, telle et telle chose. Donc on est en réflexion complète là-dessus, avec notamment des informaticiens pour avoir un espèce de portfolio. Donc voilà sur le parcours civique. Et c'est vraiment ce module 1 qui est à l'école sur le temps de la scolarité obligatoire. Après, Madame Yekawel disait, on passe sur les 2 autres modules du service civique qui concernent après la scolarité obligatoire. Et puis, si je peux me permettre, sur les éléments fondamentaux de la culture kanak, qu'est-ce qui va changer? C'est après. Parler juste après. Voilà. Peut-être justement, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, Romain pourrait peut-être repréciser la différence ou les éléments de complémentarité qui existent entre le parcours civique et le service civique. Parce que la proximité peut porter à confusion. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et en fait, le service civique obligatoire à l'école, c'est un des éléments, donc en termes de parcours, du service civique calédonien. D'où la surprise, on peut le dire, mais aussi l'intérêt marqué par Najat Vallaud-Belkacem lorsqu'elle est venue, puisque constatez que dans la réflexion service civique calédonienne, on a inclus la partie école. Ce qui n'est pas le cas au niveau national. Alors les choses restent à construire. Là aussi, on ne va pas se raconter d'histoire. Le référentiel, il est quasiment achevé. Donc vous aurez la base, en tant qu'enseignant, premier, second degré, les éléments pour construire ce service civique qui sont prévus, ça y est, c'est fait. C'est les enseignants qui ont réalisé. Maintenant, comment ça se matérialise sur le terrain? Alors que c'est vrai aussi d'ailleurs pour les éléments fondamentaux de la culture kanak. Je vais vous répondre très précisément. Ce que, par exemple, la province sud, en ce qui me concerne aujourd'hui, se propose de faire, c'est à travers les ENT que nous mettons en place pour les écoles dans le premier degré, et aussi pour les classes d'ailleurs, parfois il y a des ENT pour les classes. Nous allons faire en sorte que dans ces ENT, il y ait la possibilité pour les enseignants qui vont faire travailler le service civique, donc le parcours aux enfants ou les éléments fondamentaux de la culture kanak, de mémoriser dans ces ENT, à partir du numéro de l'élève, son numéro administratif, les activités qui auraient été mises en place. Et que ça puisse être automatiquement transféré en une fois lorsque l'enfant passe au collège. On parlait de la liaison CM2 6e. Vous voyez, c'est extrêmement concret. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que là, on n'est plus dans la phase où on débat. Cette phase, elle a été close, en tous les cas pour un temps. Le débat n'est jamais complètement terminé en matière d'enseignement. Mais voilà comment nous, on va accompagner le projet éducatif. Il nous appartient de construire les outils administratifs, techniques, la gestion de la vie de l'élève, en lien avec tous les aspects pédagogiques. Donc le gouvernement a besoin de nous, les enseignants aussi, pour disposer d'un outil informatique où je mémorise ce que j'ai fait avec mes élèves, qui pour le parcours civique à l'école, qui pour l'enseignement fondamentaux, des éléments fondamentaux de la culture kanak. Alors pourquoi? Vous le savez très bien. C'est pas la peine de refaire en 4e ce que j'ai déjà fait en CM2. Alors, le référentiel, il prévoit bien de séquencer les apprentissages. Mais c'est quand même indispensable en 2016, l'ère du numérique, tout ça. C'est magnifique, l'ère du numérique. Bon, bref. De pouvoir mémoriser tout ça, d'avoir des outils informatiques
Tout simplement pour que l'enfant, je le disais tout à l'heure, faut pas oublier, c'est ça l'objectif, ait un véritable parcours construit. Alors, on va terminer en évoquant l'enseignement des fondamentaux de la culture kanak, sur lequel vous avez déjà glissé un petit peu. Alors, je rappelle donc que ce qui est prévu, c'est en 2017 la mise en place de cet enseignement en classe de 6e et en classe de seconde. Donc, je pense qu'on peut être tous d'accord sur le fait de dire que la mise en place de cet enseignement est un signe fort pour affirmer l'identité calédonienne de l'école. Or, on peut aussi, je pense, être d'accord sur le fait qu'il ne fait aucun doute que le succès de cette entreprise nécessite de surmonter un certain nombre d'obstacles. Le premier, c'est bien sûr de préparer sa mise en œuvre. Pour être franc, quand moi j'ai entendu pour la première fois cette annonce, je me suis dit dès 2017, parce que le temps entre l'annonce et la mise en œuvre me paraissait très court pour se préparer. Donc ma question, elle est très simple, c'est est-ce que l'école calédonienne sera prête en 2017, à la rentrée 2017, pour assurer dans de bonnes conditions l'enseignement des fondamentaux de la culture kanak? Peut-être Madame Yekawe pour commencer. Alors, ce qui concerne le collège et les lycées, effectivement, ça commence, alors j'ai peur de me tromper, mais je crois que ça commence par une demi-heure en 6e, les élèves de seconde et les élèves de CAP. Voilà. Et après, ça va se faire de manière progressive. Normal, quand c'est une nouvelle discipline, que les choses se fassent par étapes. Ce qui a été demandé par le vice-rectorat, c'est effectivement d'identifier des enseignants qui seraient volontaires. Là aussi, c'est important, des enseignants volontaires. Donc les choses, elles doivent se finaliser là d'ici la fin de l'année pour que ce soit prêt pour l'année prochaine. On a mis en place un conseil partenarial justement sur l'enseignement des langues kanak et de la culture. Je rappelle qu'aujourd'hui, au sein du vice-rectorat, et qui coordonne à la fois le primaire et le secondaire, il y a un service de l'enseignement des langues kanak, donc là, qui est chargé de répertorier tout ce qui est documents, supports, outils pédagogiques. Donc, il existe aujourd'hui, je dirais, des éléments. Et je rappelle que les programmes, en ce qui concerne l'enseignement des langues kanak au niveau collège, ils ont été livrés là, cette année en mars 2016. Donc là aussi, on a des éléments. Au sein de cette proposition, par exemple, qui réfléchissons là-dessus, où il s'agit de... je vais peut-être donner la parole aussi, il y a un responsable, c'est l'inspecteur, M. Jean-Yves Cartonneau, qui est là et qui est chargé effectivement de faire tout ce travail. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a des tas d'éléments. On demande donc par le vice-rectorat des enseignants qui soient volontaires. Les programmes au niveau des collèges sont prêts, c'est pas au niveau du lycée, donc là aussi c'est seconde étape. Je crois ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que c'est la structuration. Comme l'a dit Romain, bien sûr que c'est une nouvelle discipline. Les choses ne vont pas être noires et passer du noir au blanc dès la rentrée 2017. On lance les choses, on ne lance pas n'importe comment aussi. Voilà, les choses, elles vont se structurer. Voilà. Alors, Yolande, oui. peut-être un point sur la manière dont, finalement, cet enseignement des fondamentaux de la culture kanak, il intègre aussi le premier degré et comment les choses vont s'articuler entre premier et second degré. Oui, bien sûr, si on reprend la délibération de toute façon, c'est un enseignement des éléments fondamentaux de la culture kanak est obligatoirement donné à chaque élève. Donc on est bien sur un enseignement fondamental, un enseignement des fondamentaux de la culture kanak. Le groupe de travail qui justement s'est réuni là-dessus, et là le vice-rectorat a créé une commission, une commission partenariale pour pouvoir aller plus loin que les techniciens que nous sommes. Mais en effet, on a en inspectrice du premier degré, Madame Wameau, qui a piloté ce travail-là pour tout ce qui est premier degré et qui a pu travailler avec les locuteurs et les coordonnateurs des provinces aussi, les enseignants des provinces, puisqu'on avait fait une réunion à l'ADES, en province Nord et en province des Îles, et en lien ensuite avec le travail qui est fait au vice-rectorat, justement, et qui est piloté par Monsieur Cartonneau, en effet, pour être sur des choses aussi qui soient incontestées
par le monde kanak, donc un travail qui a été fait avec le Sénat coutumier pour baliser justement quels sont ces fondamentaux. On peut pas, c'est la première fois, d'accord, et puis ça va être dispensé par des enseignants qui ne sont pas forcément enseignants de langue kanak dans le premier degré. On a pour les langues dans le premier degré la disposition qui fait que un locuteur ou un professeur des écoles peut intervenir, c'est 7 heures au titre des adaptations des provinces en cycle 1 et 5 heures en cycle 2, mais ensuite, l'enseignant lambda, qui n'est pas LCK, doit pouvoir, à partir de documents qu'on est en train de finaliser aussi, intervenir. Donc l'idée, c'est aussi de privilégier à peu près une demi-heure par semaine sur le temps de la culture humaniste, en attendant de réviser les programmes. Je vous dis que l'année prochaine, on devrait réviser les programmes du premier degré, et de donner les outils. Donc certains éléments ont été identifiés, on fait consensus. Parmi, notamment, se sont appuyés sur la charte des valeurs kanak qui a été publiée par le Sénat coutumier. Et premier, second degré ont donné lieu à justement un décortiquage pour se dire, voilà, pour telle valeur, voilà comment je peux l'aborder, qu'est-ce que ça suppose comme connaissance, qu'est-ce que ça suppose comme compétences développées, et à partir de quel projet. On a foison de littérature avec des ouvrages de littérature, avec des outils notamment au musée de Nouméa. Donc on a des choses très concrètes là qui sont en cours de finalisation. Alors peut-être qu'on ne sera pas prêt pour l'ensemble des cycles. Nous, on a commencé par le cycle 1 et ainsi de suite. Et le cycle, au niveau du collège, le travail est bien abouti. Et Madame Yekawe l'a dit aussi. Il y a eu aussi un recensement de toutes les productions de droite et de gauche. Il y a une production très importante par les enseignants. Et ça, il faut les féliciter parce qu'ils ont commencé ce travail-là. Par le privé aussi. Donc on a aussi travaillé avec le privé. Et puis par les provinces, parce que les provinces, au titre de leur adaptation, il y a des productions qui ont été faites. Donc là, tout le monde a bien voulu. Donc c'est bien quelque chose. Et là, c'est bien un consensus politique et aussi de techniciens. Tout le monde a bien voulu verser, si je peux utiliser ce mot, au sein de ce fameux conseil partenarial LCK, toutes les ressources pour pouvoir après mettre les choses en musique et via notamment le CDP, puisque le directeur est dans la salle. Il y aura l'idée, c'est qu'après ce soit à la portée de tous, qu'on soit enseignant à Waiaget, à Nachaom ou au Lys à Lansvata, on puisse aller sur une plateforme, on clique et on a l'outil qui nous permet de mettre en œuvre notre enseignement. Voilà comment le groupe de travail a travaillé. D'accord. Peut-être une dernière question sur les fondamentaux de la culture kanak. Donc je vais te donner 2 options, Romain. La première option, c'est que tu peux revenir et peut-être expliciter ce que tu nous as dit tout à l'heure sur les projets en lien avec l'ENT, enseignement de la culture kanak. Ou alors tu peux peut-être, deuxième possibilité, tu choisis, ou tu peux faire les deux si tu veux, nous parler des fonctions, d'après toi, de cet enseignement. Pourquoi cet enseignement, il est important? Voilà. Déjà, une première réponse à la question précédente, très courte. Pourquoi avoir choisi 2017? Bon, c'est sûr que vous faites voter un texte le 15 janvier 2016, vous n'allez pas dire en février l'enseignement en question effectif. Donc au moins une année de délai. Alors pourquoi pas plus? C'est sûr que si on avait dit l'enseignement des éléments fondamentaux de la culture kanak et si les élus avaient choisi de le rendre obligatoire en 2019, par exemple en 2020, alors là pour le coup on était absolument certain qu'il ne se passe absolument rien. C'est une question de stratégie. Il faut le dire. Quand vous faites voter quelque chose, si vous voulez que le texte ait une effectivité, il faut borner les choses. Il faut mettre des dates d'application. Sinon l'administration, alors là, elle prend tout son temps. Je le dis, j'en prends ma responsabilité en tant que directeur d'une très grosse direction. Non, on est obligé de fixer des dates. Quand la date arrive, on n'a pas tout fait, tout n'est pas prêt. Oui, quelle surprise. Vraiment. Mais les choses sont lancées. C'est ça qui compte. Donc voilà pourquoi on n'a pas mis 2019 ou 2020. D'ailleurs, ça n'a aucun sens de faire voter un texte en 2016 pour dire que ce sera appliqué en 2020. Là, bon. Ça, c'était quand même la première partie de la réponse. Sur les objectifs. Dans un pays où on parle beaucoup du destin commun, du vivre ensemble, où il y a tout un contexte historique qui est lié à la notion de décolonisation. Je rappelle que tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure est lié au transfert des compétences. Le transfert des compétences, c'est l'application concrète du principe de décolonisation. Ça n'existe pas ailleurs. En métropole, l'État il transfère des compétences aux régions et aux départements. Mais il autorise les régions et les départements à gérer des personnels. Ils n'autorisent pas à faire la loi. Ce n'est pas le cas en Calédonie. Donc il y a une différence quand même significative. Donc dans un pays où on parle de tout ça,
la reconnaissance, la légitimité des uns et des autres, elle doit se faire aussi avec des signes politiques forts. Alors, on ne va pas dériver sur un débat qui est beaucoup plus politique, mais reconnaître à un moment, dans le contexte de l'année 2016 et puis dans les années qui vont venir, qu'il y a une culture d'origine en Calédonie et que cette culture d'origine, elle est portée par, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais 45% de la population, je pense, 40, quelque chose comme ça, 39,1. Voilà. Et dire que du coup cette culture, chacun dans ce pays doit en maîtriser des aspects fondamentaux. Faire voter ça pour le coup à l'unanimité de tous les élus, toutes tendances politiques confondues, sauf une exception, mais à la marge, ça a quand même du sens, quoi. En 2016, compte tenu des échéances qui arrivent. Alors ça, c'est pour nous. C'est pour nous adultes, c'est pour nous enseignants, personnel, administration, etc. Pour les enfants, l'aspect essentiel, c'est de pouvoir aller à la rencontre des autres. Donc, dans ces enseignements, dans l'enseignement des éléments fondamentaux, il y a la possibilité de se déplacer entre provinces, d'aller rencontrer l'autre sur son lieu de vie, d'aller découvrir ce que c'est que le monde kanak au sens large. Il a aussi des variantes entre les îles, la Grande Terre, etc. C'est ça, concrètement, pour un enfant. C'est quand même avoir la possibilité de rencontrer l'autre dans les différences qui sont marquées par les cultures, sans pour autant, et ça c'est important quand même, sans pour autant créer, et là il y a eu un débat, là il y a eu des explications, l'idée qu'il y a une culture qui est plus importante, mieux que les autres et tout. C'est pas le problème, ça n'existe pas ça en démocratie. Mais il y a des faits historiques quand même. Merci pour tous ces échanges, pour vos interventions, pour les précisions, pour le souci que vous avez eu de répondre aux interrogations. Alors, nous avons grosso modo avant la pause un quart d'heure de discussion. Donc, celles et ceux dans la salle qui souhaiteraient avoir des compléments d'information sur certains points qui ont été évoqués, qui souhaiteraient éventuellement aussi soulever des interrogations nouvelles, peuvent le faire. Donc peut-être Olivier et Yolande, peut-être vous pouvez prendre les micros pour faire circuler, s'il vous plaît, la parole. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour avoir été là aujourd'hui avec nous, et j'espère que le public va être très curieux d'en savoir davantage sur la manière dont les enseignants vont pouvoir s'approprier, et s'approprient déjà, ce projet éducatif. Une question ? Oui, tout à l'heure, Madame Verlaguet, vous avez parlé de la possibilité qu'il y a une possibilité d'avancer par rapport au socle de formation commune qu'avait. Et vous dites encore, enfin, je me souviens bien qu'il y a encore un petit souci dans le privé. Alors, ce que je constate encore aujourd'hui, on parle de culture professionnelle commune des enseignants, mais à un moment donné, il serait peut-être temps, ici en Calédonie spécifiquement, d'harmoniser quand même l'enseignement privé par rapport à l'enseignement public, parce que ça reste un éternel problème, parce que là, il y a des choses, mais dans le privé, c'est encore différent. Et j'ai envie de dire que l'enfant, qu'il soit du public ou du privé, c'est le même. Donc, voilà. Oui, alors, on a déjà fait évoluer les choses. On a les mêmes programmes. Il faut quand même savoir qu'avant 2012, il y avait des programmes différents, des protocoles d'inspection différents, puisque ce sont les inspecteurs de la DANC parce que l'inspecteur qui est dédié au privé, au vice-rectorat, il ne pourrait pas visiter toutes les écoles, donc on travaille en partenariat avec le vice-rectorat, qui vont inspecter, d'accord ? Et ils inspectaient sur des programmes d'enseignement et un protocole différent. Donc 2012, les services se sont mis en ordre de marche justement, déjà, donc les mêmes programmes, le même protocole d'inspection qui a été travaillé entre le second degré, enfin le vice-rectorat. Il faut savoir que l'enseignement privé est au sein du vice-rectorat, d'accord ? Voilà. Bon. Donc ça a déjà commencé à impulser quelque chose. On est en train de travailler, Madame Yekawe en a parlé tout à l'heure, sur une nouvelle ingénierie de formation pour la formation initiale. Pour l'instant, il y a l'ENEP d'un côté, l'IFM de l'autre, l'ESPE de l'autre, avec des instituteurs et des professeurs des écoles. Donc, une réflexion s'est engagée cette année
pour, selon la feuille de route qui m'avait été fixée par le gouvernement, rationaliser. On a de gros problèmes budgétaires, donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Mais surtout mutualiser, parce qu'il y a des choses très importantes et très bien qui se font de part et d'autre dans les 3 instituts que je viens de citer. Et puis après, envisager une nouvelle formation. Et dans cette perspective-là, je pense que les conclusions de ce colloque vont pouvoir peut-être alimenter les choses. Et à nous, techniciens aussi, de proposer peut-être des évolutions statutaires. Je vous disais, le plan de formation... il y a le CEFOREP, c'est ça, qui s'occupe du privé pour la formation continue. Ils ont leur budget qui est logé au vice-rectorat, qui est complètement étanche par rapport au plan de formation de la DANC, qui est construit à la DANC avec les partenaires et qui est, entre guillemets, financé par les provinces. Donc les provinces qui sont employeurs des enseignants du public payent pour leur formation, pour la formation du public. S'ils vont pas, ils peuvent pas payer pour tous les enseignants. Donc après, c'est peut-être à nous, justement, d'envisager ça. C'est pas parce que ça n'est pas à l'heure actuelle que ça ne peut pas l'être demain. Moi, je suis résolument positive, d'accord. Donc, mais par contre, ça va pas toujours aussi vite qu'on ne le souhaite. J'ai appris aussi à mesurer ce tempo-là, moi qui suis un peu plus active, on va dire. Mais ça ne veut pas dire aussi que ce sont les politiques qui font la politique, ne sont pas justement à notre écoute, les techniciens, pour faire évoluer les choses. Parce que vous avez raison, ce sont des enfants et des élèves de Nouvelle-Calédonie, quelles que soient les provinces, et c'est le même enseignement, les mêmes réussites qu'on devrait avoir. Maintenant, on a des spécificités. Vous savez que pour l'enseignement privé, on nous dit souvent il y a le caractère propre de l'enseignement privé qu'on est obligé de respecter, c'est la liberté d'enseignement. Donc voilà. Après, sur le plan pédagogique, je pense on peut peut-être faire des choses un peu mieux. Mais sachez que c'est aussi notre souhait, et, notamment entre le vice-rectorat et la DANC, il n'y a pas de souci. Bonjour, je suis ici. Alors moi je m'appelle Julie Vidoire, je suis professeure des écoles stagiaires. Et donc moi ce serait notamment sur la question de l'enseignement et forcément du recrutement des professeurs des écoles. En fait, quand j'ai présenté mon concours l'année dernière, il y avait 2 options. Donc il y avait soit je présentais mon concours ordinaire, soit le concours spécial, CANAC. Et donc, à l'issue de ce concours, donc il y a eu 2 listes qui sont parues. Et on est formés, donc mes collègues de langue kanak et moi-même sommes formés dans le même établissement de formation. Et dans la même classe, d'ailleurs, qui est une grande chose. Donc, s'ensuit des cours particuliers pour ces étudiants. Donc, ils ont des cours de langue, ils ont des cours donc de culture, de didactique des langues, de pédagogie aussi au niveau des outils didactiques, enfin des outils à former. Et donc, moi qui suis très curieuse, j'ai été assister à ces cours et j'ai trouvé ces cours qui étaient totalement accessibles par l'ensemble des personnes et l'ensemble des candidats, qu'ils soient d'un concours langue kanak ou d'un concours ordinaire. Donc, du coup, est-ce que, quand on parle de culture professionnelle commune, à quel moment, en fait, on fait cette passerelle et à quel moment on se dit non, on n'est pas différent, on veut faire la même chose et on fait le même métier, on va tous être confrontés être face à des élèves kanak, océaniens, enfin je veux dire océaniens parce que bon, la culture océanienne, elle est quand même assez proche, qu'elle soit kanak ou tahitienne ou peu importe. Donc à quel moment, voilà, on va faire une passerelle dans notre formation pour qu'on soit à égalité, on va dire, dans cette formation. Et que moi je dis dans le sens où je suis allée vers ces cours-là et que j'ai trouvé ça vraiment enrichissant et que voilà, c'était ça ma question. Stéphane, je peux peut-être répondre à ça en tant que coordinatrice du premier degré, donc dans la filière de professorat. Effectivement, Julie, à son initiative, est allée voir le formateur et il a accepté volontiers qu'elle assiste à ses cours. Et c'est vrai que les choses évoluent et dans le cadre justement de la mise en œuvre du projet éducatif calédonien et de ces grands axes qui font partie de cette feuille de route, pour la rentrée 2017, et là c'est vrai, je te remercie Julie de me tendre la perche, les choses vont évoluer aussi à l'ESP et dans la formation des professeurs des écoles. Et le module auquel tu as assisté, en fait, il va être ouvert à tous et il va faire partie justement de cette tentative d'objet d'enseignement de la culture commune en lien avec
la compréhension et des clés de compréhension sur la culture kanak qui vont permettre à tous les enseignants de pouvoir mieux appréhender la diversité des élèves que vous avez dans vos classes. Donc je te remercie Julie pour avoir tendu la perche. Et j'imagine que Madame Yekawe sera tout à fait favorable à ce type d'évolution. Bien évidemment, parce qu'au moment où on a voté que les éléments fondamentaux de la culture kanak deviennent obligatoires, je dirais qu'il appartient à l'ESP effectivement d'organiser les cours. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le vice-rectorat, enfin les opérateurs, je dirais scolaires, se mettent en ordre de marche par rapport aux cas d'ambition, par rapport aux actions. Il appartient là aussi aux instituts de formation de se mettre en ordre de marche par rapport au projet éducatif. Voilà. On a encore le temps pour des questions. Il y a une question ici en bas, une dame avec un ciré jaune, je dirais. Merci, bonjour. Donc moi je suis juste parente d'élèves, hein, donc qui m'intéresse au futur cursus de ma fille de 2 ans et demi. Voilà. Hein. C'est bien. Donc ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous pourrez mettre tout ça à disposition des parents à la bibliothèque Bernheim ou dans des endroits où nous aussi on pourrait aller regarder ce qui se fait, ce qui se passe. Et par école privée, j'aimerais savoir si ça comprend James Cook International, Montessori, tout ça quoi. Parce que privé, ça veut tout et un petit peu rien dire. Romain, peut-être tu y vas. Oui, mais anciennement privé. Alors, 2 observations sur l'enseignement privé. Le fait d'approuver un projet éducatif, de construire des orientations communes pour tous, ça ne signifie pas qu'on remette en cause, on ne peut pas le faire de toute façon, c'est une liberté constitutionnelle, hein, la notion de liberté de l'enseignement et du libre choix du mode d'éducation par les parents. Donc ça veut dire, et c'est tout à fait normal, on est en démocratie, qu'il y a des enseignements privés qui ont leur spécificité. Ils sont à un certain niveau, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais soumis à ce qui est indiqué dans le projet éducatif, mais ils ont leur liberté. C'est normal. De la même manière qu'un certain nombre de parents choisissent d'instruire leurs enfants eux-mêmes et de ne pas les envoyer à l'école. Hein, c'est pas les pays où il n'y a qu'un seul type d'enseignement, ça a été des pays qui ont choisi, c'est assez rare, de mettre fin à cette liberté de l'enseignement. Donc c'est pas l'objectif là. Et donc oui, pour répondre à votre question, les établissements privés qui ne sont pas sous contrat, c'est-à-dire qui ne sont pas liés avec l'administration quelle qu'elle soit. Maintenant c'est la Calédonie, avant c'était l'État. Pour faire fonctionner leurs établissements, donc ils sont complètement privés, libres, c'est aussi des établissements privés, mais ils fonctionnent comme ils le veulent. Ce qui leur est demandé, ce qui est imposé, en termes c'est des normes de sécurité parce qu'ils accueillent des enfants. Et puis à côté de ça, c'est par rapport au contrôle de l'instruction, de se soumettre à un certain nombre d'objectifs, notamment à minima ce qui est prévu dans le socle, c'est tout. Ensuite, si vous êtes un enseignement privé, une école privée, que vous n'avez aucun financement d'aucune structure publique, que vous n'avez pas de contrat, vous êtes libre de vous organiser comme vous le voulez. C'est la liberté de l'enseignement. Pour les outils, pardon. Pour la mise à disposition d'outils, pour l'instant, donc ce que l'on a, c'est que on a un site internet à la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie et le vice-rectorat, donc où vous pouvez avoir des documents qui sont mis en ligne, d'autres qui sont édités et qui sont donnés aux enseignants dans les écoles, puisque financés sur le budget de la Nouvelle-Calédonie. Mais après, je regarde à nouveau Monsieur Lucien du CDP. Je crois qu'il est prévu aussi, maintenant ce sera à formaliser, quelque chose au niveau du CDP qui puisse justement être accessible, soit en consultation, soit à l'achat, justement, pour pouvoir que ce soit utilisé par le grand public et au contraire. Hein, donc voilà. Donc ça, ce sera en cours. Voilà. On a déjà beaucoup de choses au CDP que vous pouvez trouver, ou sur les sites des 2 directions. Mais voilà, on essaiera de mieux faire pour la suite. Oui, bonjour. Pardon, Benoît Lamotte, secrétaire général de la Fédération des fonctionnaires enseignement. Je voudrais revenir sur la formation initiale. Donc, je suis heureux d'apprendre qu'il y a un travail effectif justement sur le rapprochement des 3 instituts. Mais outre le côté, on va dire, technique, il y a quand même le volet aussi politique derrière, qui, à mon sens, est important. Notamment,
outre l'ENEP, mais je parlerai IFM et SP, puisqu'on a une problématique derrière de répartition ensuite des enseignants dans les provinces. Donc est-ce que dans la réflexion là technique est pris en compte justement les volontés notamment de la province des îles de ne prendre aucun PE hors LCK? Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, dans cette réflexion, on a quand même trois avec l'ENEP, mais on va parler essentiellement public, 2 statuts effectivement d'enseignants. On en a même 3 qui cohabitent. On a encore des instituteurs brevetés, on a les instituteurs et on a les professeurs des écoles. Est-ce qu'il n'est pas... alors là, c'est plus politique que je me tourne, mais est-ce qu'il n'est pas envisageable, effectivement, dans un avenir très proche, puisqu'il y a un travail qui est mené, et que les IFM, aujourd'hui, sortent avec une licence, que tout le monde soit sous le même statut, puisqu'on risque d'avoir, effectivement, des modules qui soient communs, et que tout le monde aura le même niveau d'études, puisque ce sera tout le monde dans un premier temps, à moins que ça change, mais pour l'instant, on n'en a pas entendu parler, il y aura tout le monde au niveau licence. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité là, au niveau statutaire, de faire évoluer les choses pour qu'on n'ait qu'un seul statut? Parce qu'ensuite, on a quand même les mêmes élèves face à nous, qu'on soit instituteur ou qu'on soit professeur des écoles, et notamment, les protocoles d'inspection est exactement le même. Qu'on soit instituteur ou qu'on soit professeur des écoles. On a les mêmes notations, on n'a pas des grilles différentes. Alors que normalement, si on s'en réfère à la fonction publique, on devrait avoir des grilles différentes. Puisqu'on n'est pas du même cadre et du même corps. Enfin, on est du même corps mais pas du même cadre. Donc ça pose quand même pas mal de soucis. Donc on souhaiterait effectivement, au moment opportun, être associé à ces discussions, parce qu'on a des choses justement à faire valoir par rapport au statut des enseignants. Je ne sais pas s'il y a des instituteurs dans la salle. S'ils ne sont pas là, c'est dommage. Mais c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes qui sont données aujourd'hui et sur l'évolution des carrières des agents, qui, plus est, vont avoir une incidence sur les élèves, parce que mieux on est formé. Aussi, alors on entendait tout à l'heure Madame Verlaguet ou Monsieur Capron, je ne sais plus lequel des deux, disait que l'IFM avait une meilleure en sortie. Madame Yekoe, pardon. Non, excusez-moi. Avait on va dire, était plus rapidement autonome, on va dire, dès la sortie. Mais c'est vrai que plus on est formé, mieux c'est. Donc voilà, c'était une petite réflexion, une question là-dessus. Merci. Bon. À une question éminemment politique, on va demander également une réponse politique, alors, de Madame Yekawe. Alors, je rappelle que jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait encore ce qu'on appelait les brevetés, qui existent encore en province des îles. Donc là, vous voyez bien que lorsqu'on met en place une réforme, que ce soit en termes de contenu pédagogique ou en termes d'institut de formation, les choses, elles ne se décident pas comme ça du jour au lendemain. Comme vous le dites, Monsieur Lamotte, derrière, il y a effectivement du personnel et qu'on ne décide pas d'effacer ce qu'il y a hier et ce qui existera demain. Donc le choix politique d'avoir gardé les NEP, enfin je mettrai les NEP à part, puisqu'avant c'était une compétence, je dirais, de l'État jusqu'au 1er janvier 2012. Le choix politique d'avoir gardé l'IFM, c'était tout simplement parce que ça correspondait au vivier calédonien. Beaucoup de bacheliers. Donc vous voyez bien que derrière, lorsqu'on maintient un institut de formation qui s'appelle l'IFM, c'est pour pouvoir, je dirais, élever le niveau ou amener des jeunes bacheliers à être aussi enseignants, d'où ce statut d'instituteur. Aujourd'hui, je dirais que le niveau des jeunes calédoniens s'élève aussi. Beaucoup plus de jeunes licenciés. Donc, ma commande au niveau des 3 instituts de formation, donc sous la houlette donc, de Yolande Verlaguet, ça a été de dire on va tout doucement vers un glissement, je dirais, entre l'IFM, l'ENEP et donc les statuts, je dirais, d'instituteurs, vers une montée en qualification vers le professorat des écoles. Voilà. Donc on ne peut pas changer comme ça les choses du jour au lendemain. On va vers effectivement, et puis en même temps, ça demande aussi, ça correspond aussi, je dirais, à cette réforme aussi en métropole, plus de professionnalisation. Donc on est en train de construire, vous inquiétez pas, Monsieur Lamotte, les organisations syndicales seront aussi saisies sur la question. Mais je vous rappelle que la Chambre territoriale des comptes, à ce sujet-là, disait que
l'IFM ne garantit pas, je dirais, ne joue pas son rôle d'ascenseur social. Voilà. Puisqu'au départ, on a maintenu ce dispositif de formation, enfin cet institut de formation, parce qu'on s'adressait à des jeunes bacheliers. Donc là, il nous appartient là aussi de faire des propositions, mais il est clair que plus on avance, plus on ira vers un master, je dirais, des métiers de l'enseignement. Donc ce sera une décision politique et après, effectivement, il y aura un échange avec les organisations. Vous serez aussi, ferez partie, je dirais, de la concertation. Hier encore, on était encore avec Yannick Léran en visioconférence, justement avec l'éducation nationale. Parce que je rappelle que la licence les métiers de l'enseignement, il y a eu une année dérogatoire jusqu'à l'année 2016 au sein de l'IFM. Donc rentrée 2017, 2018, 2019. Hier, l'éducation nationale a confirmé en disant on vous avait accordé une année supplémentaire. Sauf que nous sommes aujourd'hui, Monsieur Lamotte, on a organisé un concours là pour des jeunes à la rentrée 2017, 2018, L2, L3, 2019. Je ne suis pas en train de me planter là. Voilà. Donc vous voyez bien que même là, on a un décalage avec ce que nous dit l'éducation nationale, en disant on ne veut plus faire rajouter une année supplémentaire. Donc voilà, je dirais que donc en 3 ans, là aussi, ils sont compréhensifs en nous disant, pour l'année prochaine, pour l'IFM, restez dans ce semestre ou dans ces 2 semestres-là, dans le contenu. Par contre, les 2 dernières années, il faut que vous vous aligniez sur la réforme qui est entamée et que l'ESP... voilà. Alors après, je ne sais pas, est-ce que les élus du Congrès décideront de créer ou de maintenir un statut calédonien pour les instituteurs, ou est-ce qu'on irait effectivement vers une élévation de la formation? Voilà, ça sera une décision politique. Voilà. Si vous voulez savoir mon avis, Monsieur Lamotte, je vais pour une élévation, je dirais, du niveau, voilà. C'est exactement comme les brevetés. Plus ça va et plus ça a disparu. C'est pareil pour les instits. Voilà, donc il nous faut anticiper. C'est dans ce sens-là que je vous parle d'élévation de niveau, qu'on irait vers les masters. Mais en attendant, on est obligé de faire le tuilage pour que les choses elles s'enclenchent. Ça ne veut pas dire que l'IFM va disparaître. Parce qu'avec le projet éducatif, ils ont encore des tas de choses à réaliser sur un plan de formation. Sur le choix de la province des îles pour des PE, LCK et pas des PE, l'essentiel c'est qu'ils prennent des PE. Mais oui, mais vous oubliez que la province... C'est un choix politique, mais je rappelle qu'en province des îles, les effectifs baissent. Il y a une baisse des effectifs. Donc, ils ont moins besoin d'enseignants. Et après, effectivement, c'est un choix économique. Un institut coûte moins cher qu'un PE. Mais la province île ne peut pas empêcher un enseignant, enfin un institut, de devenir PE. Donc, vous voyez, c'est aussi le cas. Voilà. Donc, c'est d'abord un choix économique, mais ça n'empêche pas un enseignant d'évoluer et de devenir PE. Yolande, tu voulais juste rajouter rapidement quelque chose? Alors, rapidement quelque chose, en effet, pour compléter par rapport à la question de Monsieur Lamotte. Le groupe de travail, le chantier avait été envisagé par le président de gouvernement en 2015, c'était dans sa déclaration de politique générale, confirmé par lettre de mission cette année, et en fait, j'ai travaillé avec les 3 instituts, de manière très technique justement, pour commencer à débrouiller le terrain et envisager les choses et poser des pistes, des propositions. Il n'y a aucun arbitrage politique, et ça, donc Madame Yekawe en a parlé. L'idée quand même, pour l'information de tout le monde qui connaît l'IFM, l'ESP et l'ENEP, c'est on a eu à chaque fois dans nos travaux 3 axes.
Un, c'est l'élévation du niveau de compétence des enseignants, parce que on se dit que plus les enseignants sont formés et mieux ils formeront justement leurs élèves et ils iront vers des élèves ouverts et qui pourront s'insérer après dans la vie. Deuxième axe, c'est le maintien de la professionnalité des enseignants. Ils sont pas là enseignants-chercheurs comme ça, donc de bien allier les savoirs universitaires qui sont nécessaires, mais les savoirs de terrain, la pratique de terrain, comment faire la classe. Donc tout ça, c'est à construire avec des stages en classe. Ce sera à construire avec la DANC et avec les provinces. Et puis aussi, Madame Yekawe en a parlé, c'est le fait de maintenir le rôle premier de l'IFM qui était d'ascenseur social, à des fins de rééquilibrage, avec des jeunes calédoniens bacheliers qu'on continue d'accompagner et qu'on va justement tutorer, enfin comme des licenciés, pour pouvoir leur permettre d'aller après au plus loin. Des jeunes qui n'ont pas forcément envie d'entrer en licence lambda tout de suite, mais qui ont choisi ce métier d'enseignement. Donc ça a été quand même les 3 axes. Et par rapport aux provinces, donc les provinces ont été informées en réunion avant-hier, des travaux en cours pour justement les inclure ensuite dans les prochaines réunions avec bien sûr les représentants des enseignants. Donc on a commencé au mois de mai seulement, donc voilà, ça va pas assez vite non plus, mais on est en Nouvelle-Calédonie, voilà. Donc nous allons juste accepter une dernière question qui devrait être courte et je demanderai à nos invités également de faire une réponse courte, s'il vous plaît. Oui, alors Franck Martin, président de l'APE du lycée La Pérouse. Pour avoir participé énormément à l'élaboration du projet sur l'école calédonienne, notre vision des choses aujourd'hui par rapport à ce colloque, c'est de se demander justement, quand on parle de culture professionnelle commune des enseignants, et d'un autre côté, quand on parle au niveau du projet éducatif de l'école calédonienne, d'une élévation du niveau, quelle est l'intervention ensuite? Moi, depuis ce matin, j'écoute tout ce qui se dit et je suis assez intéressé. Je suis heureux d'entendre cet après-midi enfin des mots comme travail, comme rigueur, comme persévérance ou exemplarité, qu'on n'a pas du tout entendu initialement. Parce que pour nous, en tant que parents, on a non seulement effectivement la relation dans la coéducation de nos enfants avec l'école, et puis on est aussi dans la société. Et tous ces principes d'exemplarité, de travail, de rigueur, sont pas du tout aujourd'hui des fondements de notre société. Et ça nous préoccupe énormément. Au-delà de tout ce qu'on peut mettre en œuvre, sur lesquels on est tout à fait d'accord, mais quand on décide de mettre en œuvre des projets avec des ambitions fortes, il faut aussi se donner les moyens d'avoir en face des réponses. Quand on nous envoie un courrier en nous disant voilà, à partir de l'année prochaine, les langues kanak sont de niveau LV2, d'accord, mais où sont les Capétiens? Est-ce qu'il n'était pas plus important d'abord de travailler sur un projet, une formation, un niveau à atteindre, pour ensuite dispenser un enseignement? Je veux dire, on n'est pas du tout contre, on l'a bien fait sentir quand on était dans le projet, mais on a l'impression à chaque fois qu'on a des effets d'annonce. Il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui avancent, et en même temps, on le fait un peu précipitamment, sans se préoccuper de ce qui va se passer derrière. On est sur la même chose en ce moment avec le problème de statut des EPINC, où on a des choses qui ont été décidées, qui se font sans notre avis et qu'on ne trouve pas logiques, notamment dans les constitutions de conseil d'administration, par exemple. On se retrouve avec... On développe l'aspect civique des enfants et en même temps on les enlève des conseils d'administration pour mettre plus de parents. C'est aberrant. Je veux dire, tous ces points-là, ou la correction du bac qu'on doit traiter par le congrès, et puis finalement on a un courrier du vice-recteur qui nous dit non, c'est moi qui décide, je le fais. Voilà, c'est des situations qui nous dérangent nous en tant que parents et co-éducateurs. Alors peut-être Romain, s'il te plaît, une réponse courte, s'il te plaît. Oui. Pour une question qui était longue. Oui, c'était une intervention plus qu'une question. Non, sur ce que vous avez dit, je trouve très intéressant sur la première partie de votre intervention. La deuxième partie demande plus d'échanges, mais d'ailleurs c'est un peu le fil conducteur de ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est quoi le projet éducatif? Qu'est-ce que ça change? La parole de l'institution elle est très importante. Il y a un pilotage dans les directions de l'enseignement, que ce soit au niveau du vice-rectorat, des directions des provinces, enfin des différents employeurs. C'est vrai. Mais le métier d'enseignant, au-delà de l'exemplarité, de tout ce que vous avez indiqué, que je retiens, je partage,
il a quand même, et là on a affaire à des gens qui sont en formation prioritairement là, en face de nous, une autre exigence. Hein. C'est que vous ne pouvez pas attendre tout le temps que l'institution qui est en face de vous dise ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, etc. C'est pas possible. Là, il y a quand même et je pense que c'est bien transmis dans les formations initiales, hein, il y a de votre part, parce qu'il y a l'évolution du métier, de la pédagogie, de la didactique, le numérique, etc., une nécessaire démarche d'autonomie pour aller chercher l'information, pour comprendre dans quel cadre on travaille. Je crois que ça, il faut quand même bien le dire aussi. Hein. Et de ce point de vue-là, le système, il est quand même plus transparent qu'avant. Hein. Là, vous avez des références claires. Donc, il y a la notion, en tant qu'enseignant, d'exemplarité par rapport aux enfants, de travail, de rigueur et tout. Mais il y a aussi cette notion d'autonomie, hein, et de capacité tout seul à renouveler sa pratique et tout. Je voulais quand même l'indiquer. Bien, nous allons conclure là-dessus les échanges de cette première table ronde. J'aurais bien voulu être la petite voix de l'IFM, si c'est possible. Ah oui, mais rapidement alors. Oui, enfin un commentaire quand même, parce que depuis ce matin, on parle beaucoup de l'IFMNC et je n'ai pas encore eu l'occasion de m'exprimer. J'aurais voulu le faire à l'issue de votre table ronde, mais les échanges n'ont pas été possibles. Donc, je le fais maintenant. Donc, Cécile Ixon, formatrice à l'IFMNC depuis 24 ans. J'ai connu plusieurs réformes de l'IFMNC, j'ai connu aussi la mise en place de l'IUFM, j'ai fait des vacations en PE1 et en PE2 au début de l'IUFM, donc en 2000. Donc je pense que je connais un petit peu le métier. On parle beaucoup de l'IFMNC, donc j'aimerais quand même m'en faire le porte-parole en tant que doyenne de l'équipe pédagogique. Plusieurs choses à dire. Tout d'abord, l'IFM est une institution qui, croyez-moi, est très souvent évaluée. Des audits, on en a. Et on en a eu beaucoup, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue pédagogique. Il est ressorti des différentes consultations, inspection générale et autres, que cette formation en 3 ans alternée, théorie, pratique pédagogique, professionnelle, accompagnée ou en responsabilité, donc il est sorti de ces évaluations que ce système était efficace, que c'était bien que l'IFM propose une formation avec des temps professionnels accompagnés comme on le fait. Donc ça, on aimerait, nous, dans le projet de réforme à venir, qu'effectivement cet aspect d'alternance théorie-pratique avec la pratique accompagnée ou en responsabilité ne soit pas perdu. Ensuite, quand nos jeunes sortent des instituts, que ce soit l'ESP ou l'IFM, ils sont titulaires T1, comme on dit, ils sont inspectés. Et tout à l'heure, j'ai donc perçu qu'il y avait eu des réactions au propos de Mme Yekawé du côté de mes jeunes collègues PE. C'est mathématique. Quand les inspecteurs nous font remonter leurs rapports et leurs notes, nous, on demande. Nos jeunes sur le terrain, nos jeunes T1, qu'est-ce qu'ils donnent? Ça va pas? On veut avoir ce feedback pour ensuite, éventuellement, revoir la formation. Et on nous dit, premier rapport d'inspection, dans l'ensemble, en moyenne, vos jeunes s'en sortent très bien. Il y a même un léger différentiel en faveur des jeunes de l'IFM plutôt que des PE. Le différentiel s'estompe très vite. Dès la 2e inspection, on a finalement une masse d'enseignants qui ont les mêmes compétences. Donc arrêtons de dire que l'IFM ne fait pas tout à fait le même boulot que les PE. La première inspection montre qu'ils sont performants. D'accord? Et ça, par rapport à votre réaction, je tenais à redire, je pense, cette petite vérité. Ensuite, concernant l'ascenseur social, nous, on est tout à fait d'accord pour jouer ce rôle d'ascenseur social. Encore faut-il que les concours nous le permettent. Ce qui est sûr, c'est qu'au bout des 3 ans de formation, les sortants sont majoritairement bacheliers. Les sortants sont majoritairement bacheliers, ceux qui prennent le poste. Si on donnait un ratio concours spécial en faveur, enfin plutôt favorable par rapport au concours externe, on aurait encore plus de bacheliers. D'accord ? Et cette année, on avait demandé, pour que justement notre vivier de bacheliers soit plus important, on avait demandé à ce que les 2 concours IFM et SP soient concomitants, de sorte que le vivier de licenciés aille vers l'SP et les bacheliers vers l'IFM. Toutes ces conditions administratives ne dépendent pas de la formation, mais bien des décisions, j'ai envie de dire, des élus. Et ceci nous permet de véritablement jouer notre rôle d'ascenseur social. Voilà, merci. Je voudrais peut-être juste préciser une chose pour éviter tout malentendu. Peut-être que l'IFM n'est pas représenté au niveau des tables rondes.
En revanche, l'IFM, comme d'autres institutions de l'école en Nouvelle-Calédonie, ont été invités, et certains ont fait le choix de ne pas venir, souvent parce qu'ils n'étaient pas disponibles. Donc il n'y a pas de volonté d'écarter l'IFM des discussions. Voilà. Alors peut-être pour compléter vos propos, quand je parlais tout à l'heure des élèves sortant de l'IFM, c'est bien sur la partie professionnalisante d'expérience, c'est ce que vous disiez, Madame Hickson. Donc c'est aussi là dire qu'effectivement l'IFM fait du bon travail. La décision politique qui a été faite de ne pas mettre en même temps les deux concours, je l'ai prise. Justement, pour que ça joue le rôle d'ascenseur social. Je l'ai prise, effectivement, c'est la première fois, pour éviter qu'effectivement, de nombreux licenciés, qui sont des jeunes Calédoniens, aillent se présenter aussi au concours de l'IFM. Parce que si on a maintenu l'IFM, c'est d'abord parce qu'on s'adresse à des jeunes bacheliers. Et lorsque je parle d'élever le niveau, je ne dis pas qu'il ne faut plus de jeunes bacheliers. Je dis simplement qu'aujourd'hui, ces jeunes bacheliers-là, qu'ils aillent vers la licence, qu'ils se présentent au concours, s'ils le ratent, au moins qu'ils continuent jusqu'au master. Voilà, c'est ça quand je dis d'élévation de niveau. Après, c'est un choix politique qui sera fait. Parce qu'effectivement, c'est une décision qui appartient au gouvernement. Je pourrais la prendre seule. Sauf que je choisis toujours cette coélaboration. Pour l'instant, l'IFM, la directrice de l'IFM, elle est représentée dans ce groupe de travail et ça va tout à fait dans ce sens-là. Donc on n'est pas là pour dire l'IFM, l'ESP, l'ENEP. Il y a simplement des choix que l'on doit faire aujourd'hui parce qu'il faut aussi reconnaître la réalité. Et là, je parle en tant que politique. La Nouvelle-Calédonie se trouve aussi aujourd'hui dans une situation financière de plus en plus difficile. Voilà. Donc à un moment, il faut qu'on fasse un choix. Il ne s'agit pas de faire disparaître l'IFM, il s'agit effectivement de conduire les uns et les autres vers cette même, je dirais, professionnalisation. Voilà.